Un enfant solitaire voit un objet luxueux tomber d'une voiture et couler dans une rivière sale. Sans hésiter, il plonge dans les eaux troubles, ignorant qu'il vient de changer le cours d'une vie puissante. Quelques jours plus tard, lors d'une crise cardiaque soudaine, il réapparaît là où personne ne l'attend, sauvant le même homme. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Les premiers rayons du soleil d'automne caressaient les eaux troubles du Rhône, tandis que la ville de Lyon s'éveillait dans la brume matinale. Une petite silhouette se détachait sur les quais déserts, marchant d'un pas assuré malgré ses chaussures usées. Léonie Duval, une enfant de 6 ans aux grands yeux, noisette et aux cheveux châtains emmêlés, connaissait chaque recoin de ces rues comme personne. Elle n'avait ni foyer fixe, ni famille présente pour veiller sur elle. Les services sociaux la cherchaient sans doute quelque part, mais elle avait appris à se faire invisible, à survivre dans les interstices d'une société qui préférait ne pas voir les enfants comme elle. Ce matin-là, comme tous les autres, Léonie avait quitté l'abri temporaire qu'elle s'était aménagé sous un pont non loin du quartier de la Croix-Rousse. Son regard, bien trop mature pour son âge, scrutait le sol à la recherche de quelques pièces égarées ou d'un morceau de pain abandonné. La vie lui avait enseigné très tôt que pour survivre, il fallait savoir observer et saisir la moindre opportunité. Lyon, ville de contraste, abritait dans ses quartiers élégants des fortunes colossales, tandis que dans ses recoins oubliés se cachaient des existences comme celle de Léonie. La petite fille contemplait souvent les imposantes demeures de la presqu'île, ou les somptueux appartements du quartier Confluence, imaginant la chaleur qui devait y régner, les repas servis sur des tables bien garnies, les lits douillets où l'on pouvait dormir sans craindre le froid ou les dangers de la nuit. Ce jour-là, alors qu'elle longeait les berges du Rhône, un vrombissement puissant attira son attention. Une Bentley Continental noire filait à vive allure sur le quai, son moteur rugissant dans le silence du matin. Au volant se trouvait Henri Valmont, l'un des hommes d'affaires les plus influents de Lyon, propriétaire du groupe Valmont Technologies, une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels de sécurité utilisés par les plus grandes banques européennes. Valmont était connu pour son arrogance et son mépris des règles. Ce matin-là, il était particulièrement pressé devant présenter à des investisseurs internationaux un projet qui pourrait doubler la valeur de son entreprise. Dans sa précipitation, il avait posé négligemment sa mallette en cuir italien sur le siège passager, la portière mal fermée. Alors que la voiture prenait un virage serré, la portière s'entr'ouvrit légèrement et la mallette glissa. En une fraction de seconde, l'objet précieux fut projeté hors du véhicule, décrivant une trajectoire parfaite avant de plonger dans les eaux boueuses du Rhône. Valmont, trop absorbé par son appel téléphonique et sa conduite imprudente, ne remarqua rien et poursuivit sa route. Léonie, qui avait tout observé, n'hésita pas une seconde. Cette mallette représentait quelque chose d'important, elle le savait d'instinct. Sans réfléchir aux conséquences, elle dévala la berge escarpée et se jeta dans les eaux froides et polluées du fleuve. Le courant était plus fort qu'elle ne l'avait imaginé, et la visibilité sous l'eau presque nulle. Ses petits bras luttaient contre la force du Rhône, tandis que ses yeux tentaient de repérer la mallette qui s'enfonçait déjà dans les profondeurs troubles. À bout de souffle, elle plongea une dernière fois, ses doigts frôlant le cuir luxueux. Dans un effort désespéré, elle s'en empara et remonta à la surface, haletante, serrant contre sa poitrine ce trésor sauvé des eaux. Trempée jusqu'aux os, frissonnante de froid et couverte de la boue du fleuve, Léonie regagna péniblement la rive. La mallette était lourde et manifestement coûteuse. Elle aurait pu l'ouvrir, voir ce qu'elle contenait, peut-être même y trouver quelque chose à vendre. Mais une voix intérieure, celle que sa grand-mère lui avait inculquée avant de disparaître, lui rappelait que certaines choses ne se faisaient pas même quand la vie était injuste. Léonie examina l'extérieur de la mallette et y découvrit un logo gravé dans le cuir, Valmont Technologies. Elle connaissait ce nom pour l'avoir vu sur l'immense tour de verre qui dominait le quartier, de la Part-Dieu. Décidée à rendre ce bien à son propriétaire, elle entreprit la longue marche vers le siège de l'entreprise, traînant derrière elle la mallette presque aussi grande qu'elle. Pendant ce temps, Henri Valmont avait finalement réalisé la disparition de sa mallette en arrivant à son bureau. Une panique froide s'empara de lui lorsqu'il comprit que les documents qu'elle contenait, les plans détaillés de son nouveau système de sécurité bancaire
et les contrats prêts à être signés avaient disparu. Sans ces documents, la réunion avec les investisseurs était vouée à l'échec et des mois de travail seraient perdus. « Mathieu !» hurla-t-il à son assistant qui se précipita dans son bureau. « Ma mallette a disparu. Retourne immédiatement sur le trajet que j'ai emprunté ce matin et retrouve-la, ou tu peux considérer que ta carrière est terminée. » Mathieu Leroy, habitué aux sautes d'humeur de son patron, s'exécuta sans protester. À 35 ans, cet homme discret supportait depuis des années les exigences déraisonnables de Valmont, sacrifiant sa vie personnelle pour un emploi qui lui assurait un salaire confortable mais un quotidien épuisant. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le building, il aperçut une scène insolite à l'entrée. Le gardien repoussait une petite fille trempée et couverte de boue qui tentait d'entrer dans l'immeuble en traînant une mallette familière. « Attendez !» s'écria Mathieu en s'approchant. « Laissez-la entrer. » Le gardien, surpris, s'écarta à contre-cœur. Léonie leva vers Mathieu un regard méfiant mais déterminé. « J'ai trouvé ça dans la rivière », dit-elle simplement en désignant la mallette. « C'est tombé d'une grosse voiture noire. Ça appartient à quelqu'un ici. » Mathieu ne put cacher son étonnement. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de l'enfant, notant ses vêtements usés, son visage émacié mais fier, et surtout l'état de la mallette qui, bien que mouillée, semblait intacte. « Tu t'es jeté dans le Rhône pour récupérer cette mallette ?» demanda-t-il incrédule. Léonie haussa les épaules comme si son acte n'avait rien d'extraordinaire. Elle avait l'air importante, et puis ce n'est pas bien de garder ce qui ne nous appartient pas. Une émotion étrange noua la gorge de Mathieu. Cet enfant visiblement démuni, qui aurait pu tirer profit de sa trouvaille ou simplement l'ignorer, avait risqué sa vie pour rapporter un bien à un inconnu. Il prit délicatement la mallette et lui sourit avec gratitude. « Tu as fait quelque chose de remarquable. Comment t'appelles-tu » ? « Léonie, répondit-elle méfiante. « Je peux partir maintenant. »« Attends, » dit Mathieu, conscient que son patron devait être informé de ce sauvetage miraculeux. « Je dois te présenter quelqu'un qui sera très heureux de récupérer cette mallette. » Léonie hésita, peu habituée à entrer dans des bâtiments aussi imposants, mais la gentillesse dans les yeux de Mathieu la rassura. Elle le suivit jusqu'à l'ascenseur, observant avec fascination les miroirs et les lumières qui ornèrent la cabine. Lorsqu'ils atteignirent le dernier étage, Mathieu la guida à travers un dédale de couloirs luxueux, jusqu'à une porte massive en bois précieux. « Monsieur Valmont », annonça Mathieu en entrant dans le bureau après avoir frappé. « J'ai retrouvé... c'est votre mallette, ou plutôt cette jeune fille l'a retrouvée pour vous. » Henri Valmont, en pleine conversation téléphonique, se retourna brusquement. Son regard passa de la mallette mouillée à la petite fille détrempée et sale qui se tenait timidement à côté de son assistant. Il raccrocha sans même prendre congé de son interlocuteur et s'approcha vivement. « Ma mallette, donne-la-moi immédiatement !» Sans un regard pour Léonie, il s'empara de l'objet et l'ouvrit fébrilement. À son grand soulagement, les documents, bien que humides, étaient intacts grâce à la qualité imperméable du cuir. Il poussa un soupir de soulagement avant de se tourner vers Mathieu. « Comment l'as-tu retrouvé si vite ?»« C'est cet enfant, monsieur, » expliqua Mathieu. « La mallette est tombée de votre voiture dans le Rhône ce matin. Elle a plongé pour la récupérer et la rapporter jusqu'ici. » Valmont jeta un regard indifférent à Léonie, comme s'il remarquait sa présence pour la première fois. Il l'examina de haut en bas, notant ses vêtements usés et son apparence négligée avec une moue de dégoût à peine dissimulée. « Ah, je vois, » dit-il sèchement. « Eh bien, c'est louable, j'imagine. Mathieu, donne-lui quelque chose et raccompagne-la dehors. J'ai une réunion importante dans 20 minutes et ces documents doivent être séchés et préparés. » Sans un mot de remerciement, Valmont retourna à son bureau, déjà absorbé par l'examen des contrats récupérés. Mathieu, embarrassé par l'attitude de son patron, se tourna vers Léonie dont le visage n'exprimait ni surprise, ni déception, comme si elle était habituée à l'indifférence des adultes. « Viens, » dit-il doucement en la guidant hors du bureau. « Laisse-moi au moins te donner quelque chose de chaud à boire et des vêtements secs. » Léonie le suivit en silence, jetant un dernier regard à cet homme qui n'avait pas daigné la remercier pour son geste. Elle ne savait pas encore que leurs chemins se recroiseraient bientôt, dans des circonstances que personne n'aurait pu prévoir, et que ce simple acte de bravoure et d'honnêteté allait changer le cours de nombreuses vies à Lyon. Chapitre 2. L'indifférence et la bonté.
Mathieu conduisit Léonie jusqu'à la salle de repos des employés, où il lui offrit un chocolat chaud et lui proposa une couverture. La petite fille but le breuvage sucré avec avidité, savourant cette chaleur inhabituelle qui se répandait dans son corps encore tremblant. « Tu vis près du fleuve ?» demanda Mathieu, préoccupé par l'état de l'enfant. Léonie haussa les épaules sans répondre, méfiante comme tous ceux qui ont appris à se protéger des questions trop précises. Elle avait déjà eu affaire aux services sociaux et savait que les adultes qui posèrent des questions finissaient toujours par vouloir l'enfermer quelque part, dans des endroits où elle ne pourrait plus être libre. « Je connais la ville, » dit-elle. « Simplement, je sais me débrouiller. » Mathieu n'insista pas, comprenant la réticence de l'enfant. Il fouilla dans son casier et en sortit un sweatshirt propre. « Tiens, c'est beaucoup trop grand pour toi, mais c'est sec au moins. Tu peux le garder. » Léonie accepta le vêtement avec un hochement de tête reconnaissant. En l'enfilant, elle disparut presque entièrement dans le tissu douillet, ne laissant dépasser que son petit visage et ses mains. « Ton patron n'est pas très gentil », observa-t-elle avec la franchise désarmante propre aux enfants. Mathieu sourit tristement. « Monsieur Valmont est très occupé. Il a beaucoup de responsabilités. Ma grand-mère disait que c'est quand on est occupé qu'il faut faire encore plus attention à être gentil, » répondit Léonie avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Parce que c'est facile d'oublier les autres quand on pense qu'on est important. » Cette remarque toucha Mathieu, qui observa la petite fille avec un intérêt nouveau. Malgré sa situation précaire, elle semblait porter en elle des valeurs que beaucoup d'adultes de son entourage avaient oubliées depuis longtemps. « Ta grand-mère devait être une femme très sage, » dit-il doucement. Un voile de tristesse passa sur le visage de Léonie. « Elle est partie il y a longtemps. Elle m'a appris beaucoup de choses avant. » Mathieu voulut en savoir plus, mais il fut interrompu par l'arrivée de Christine Dufour, la directrice des ressources humaines du groupe. Valmont. Grande, élégante, toujours impeccablement vêtue, Christine incarnait parfaitement l'image de l'entreprise, efficace, froide et calculatrice. Son regard perçant se posa sur Léonie avec une curiosité mêlée de suspicion. « Mathieu, qu'est-ce que cet enfant fait ici ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « C'est elle qui a récupéré la mallette de M. Valmont dans le Rhône, » expliqua-t-il. « Je lui ai juste offert quelque chose de chaud avant qu'elle ne reparte. » Christine dévisagea Léonie avec une intensité troublante, comme si elle cherchait à percer un mystère. « Dans le Rhône, vraiment ? Et comment une petite fille comme toi s'est-elle retrouvée à plonger dans un fleuve dangereux pour récupérer une mallette ?» Le ton accusateur n'échappa pas à Léonie, qui se redressa instinctivement, son visage se fermant comme une porte claquée au vent. « Je l'ai vue tomber. Je l'ai rattrapée. C'est tout. »« C'est tout ?» répéta Christine, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle coïncidence extraordinaire que tu te sois trouvé exactement au bon endroit, au bon moment, pour voir tomber une mallette contenant des documents d'une valeur inestimable. » Mathieu intervint, mal à l'aise, face à l'hostilité à peine voilée de sa collègue. « Christine, cet enfant a risqué sa vie pour nous rendre service. Je ne vois pas ce qu'il y a de suspect là-dedans. » Christine haussa un sourcil parfaitement épilé. « Vraiment ? Moi je vois une mise en scène parfaite, un sauvetage héroïque qui pourrait facilement se transformer en demande de récompense. Au pire. » Léonie glissa de sa chaise, le regard soudain dur et bien plus adulte que son âge ne le laissait supposer. « Je ne veux rien, je vais partir maintenant. » Elle se dirigea vers la porte, mais Christine lui barra le chemin. « Pas si vite. Nous devrions peut-être appeler les services sociaux. Une enfant de ton âge ne devrait pas errer seule dans les rues. » Une lueur de panique traversa le regard de Léonie. Mathieu, sentant sa détresse, s'interposa. « Ce n'est pas nécessaire. Christine, je vais m'assurer qu'elle rentre en sécurité. » « Comme c'est touchant, » railla la directrice. « Mais je me demande ce que penserait M. Valmont de cette initiative. Après tout, cet enfant a eu accès à des documents confidentiels. Qui sait ce qu'elle a pu voir ou prendre ? » « Elle n'a même pas ouvert la mallette, » protesta Mathieu, de plus en plus agacé par l'attitude de sa collègue. « Tu en es certain ? Ou est-ce qu'elle te l'a simplement dit ?» Pendant que les deux adultes s'affrontèrent verbalement, Léonie saisit sa chance, avec l'agilité et la discrétion que seuls ceux qui ont appris à survivre dans la rue possèdent. Elle se faufila par la porte entr'ouverte et disparut dans le couloir. Le temps que Mathieu et Christine réalisent son absence,
Elle avait déjà atteint les escaliers de secours et dévalait les marches à toute vitesse. Léonie quitta le bâtiment Valmont Technology avec un sentiment mitigé. D'un côté, la gentillesse de Mathieu l'avait touchée, lui rappelant qu'il existait encore des adultes bienveillants. De l'autre, l'attitude de Henri Valmont et de Christine Dufour confirmait ce qu'elle avait appris à ses dépens. Dans ce monde, la richesse ne rendait pas meilleur, et la méfiance était souvent le prix à payer pour un acte de bonté. Serrant contre elle le sweatshirt trop grand qui la protégeait maintenant du froid, elle reprit sa route habituelle le long des quais du Rhône, se promettant intérieurement de ne plus jamais s'approcher de la tour Valmont ni de ses occupants. Pendant ce temps, dans la salle de conférence au sommet de la tour, Henri Valmont présentait avec assurance son projet aux investisseurs internationaux. Grâce aux documents récupérés, la réunion se déroulait parfaitement. Personne n'aurait pu deviner que ces papiers précieux avaient failli disparaître dans les eaux troubles du Rhône quelques heures plus tôt, ni qu'ils devaient leur salut à une petite fille des rues. « Messieurs, notre système de sécurité révolutionnera le secteur bancaire européen », annonçait Valmont avec une confiance inébranlable. « Avec un investissement initial de 50 millions d'euros, nous projetons un retour sur investissement de 300% dans les 3 prochaines années. » Les hommes en costume acquiesçaient, impressionnés par les chiffres et les démonstrations techniques. À la fin de la présentation, les poignées de main furent échangées et les premiers accords signés. Henri Valmont venait de s'assurer un nouveau triomphe qui consoliderait sa position parmi l'élite des entrepreneurs français. Alors que les invités quittèrent la salle, Mathieu s'approcha discrètement de son patron. « Monsieur, à propos de la petite fille qui a récupéré votre mallette. » Valmont leva les yeux au ciel, agacé d'être dérangé dans son moment de gloire par un sujet aussi trivial. « Quoi encore? Tu lui as donné quelque chose, non? L'affaire est close. » « En fait, elle est partie sans rien demander, » précisa Mathieu mal à l'aise. « Je pensais que vous voudriez peut-être... »« Peut-être quoi ?» coupa sèchement Valmont. « Lui offrir. Une médaille? Écoute, Mathieu, cette gamine a probablement vu une occasion de se faire remarquer, rien de plus. Si elle vivait vraiment dans la rue, comme tu le prétends, elle aurait ouvert la mallette et vendu son contenu au plus offrant. Ne sois pas naïf. » Mathieu voulut protester, expliquer que l'enfant avait montré une intégrité rare, mais il savait, par expérience, que contredire Henri Valmont était une bataille perdue d'avance. Il hocha simplement la tête et s'éloigna, profondément déçu par le manque d'humanité de son employeur. Ce soir-là, après une journée particulièrement fructueuse, Henri Valmont quitta son bureau plus tard que d'habitude. Il monta dans sa Bentley garée dans le parking souterrain et prit la direction de sa somptueuse villa située sur les hauteurs de Lyon, dans le quartier prisé de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Sur la route, il passa devant les quais du Rhône, la même où sa mallette était tombée le matin. Un instant, l'image d'une petite fille trempée et couverte de boue lui revint en mémoire, mais il chassa rapidement cette pensée importune pour se concentrer sur les bénéfices colossaux que l'accord du jour lui rapporterait. Dans sa villa, au design contemporain, avec sa vue imprenable sur la ville illuminée, Valmont dîna seul, comme tous les soirs. Divorcé 2 fois, père de 2 enfants qu'il voyait rarement et qui étudiaient dans des pensionnats coûteux à l'étranger, il avait construit sa vie autour de son empire financier, sacrifiant les relations personnelles sur l'autel de la réussite professionnelle. Après un repas préparé par son chef personnel, il s'installa dans son bureau privé avec un verre de cognac hors d'âge. Sur son écran d'ordinateur dernière génération, défilaient les cours de la bourse et les dernières nouvelles économiques. Rien n'indiquait qu'il pensait encore à l'incident de la mallette ou à la petite fille qu'il avait sauvée des eaux. Quelques kilomètres de là, Léonie s'était réfugiée dans son abri sous le pont, enroulée dans le sweatshirt de Mathieu qui lui servait désormais de couverture. Elle avait réussi à trouver un peu de nourriture auprès d'un boulanger compatissant qui lui donnait parfois les invendus de la journée. L'estomac à peu près rempli, elle regardait les lumières de la ville se refléter dans les eaux du Rhône, imaginant la vie qui se déroulait dans ces bâtiments lumineux, si proches et pourtant inaccessibles. Elle ne regrettait pas son geste. Sa grand-mère lui avait toujours dit que faire le bien était sa propre récompense, qu'il ne fallait pas attendre de gratitude en retour. Pourtant,
Le souvenir du regard méprisant de Valmont et des soupçons de Christine lui laissait un goût amer. Le monde des adultes était décidément difficile à comprendre, avec ses règles complexes et ses contradictions. Le lendemain matin, la vie reprit son cours normal pour tous les protagonistes de cette histoire. Henri Valmont poursuivait ses négociations avec les investisseurs. Christine Dufour surveillait jalousement son territoire au sein de l'entreprise, et Mathieu Leroy continuait d'exécuter les ordres de son patron avec une efficacité teintée de résignation. Quant à Léonie, elle avait repris sa routine quotidienne. Chercher de la nourriture, éviter les services sociaux et les policiers trop curieux, trouver des endroits sûrs pour se reposer. Sa rencontre avec le monde de Valmont Technologies n'était plus qu'un souvenir parmi d'autres, une expérience qui avait confirmé ce qu'elle savait déjà. Les riches et les puissants vivaient dans un univers parallèle, indifférent à ceux qui luttaient pour survivre dans leur ombre. Ce qu'elle ignorait, c'est que le destin avait d'autres plans. Dans quelques jours, un événement inattendu allait à nouveau croiser leur chemin, dans des circonstances encore plus dramatiques et décisives que leur première rencontre. Une semaine après l'incident de la mallette, Henri Valmont organisait une réception dans les locaux de son entreprise pour célébrer la signature définitive du contrat avec les investisseurs internationaux. L'élite économique et politique de Lyon était conviée à cet événement qui promettait d'être l'un des plus prestigieux de l'année. Les préparatifs battaient leur plein sous la supervision implacable de Christine, qui ne laissait rien au hasard. Du champagne le plus coûteux aux petits fours les plus raffinés, tout devait être parfait pour impressionner les invités et confirmer la position dominante de Valmont dans le paysage économique régional. Mathieu, chargé de coordonner l'aspect logistique de la soirée, traversait le hall d'entrée lorsqu'une silhouette familière attira son attention à travers les portes vitrées. Léonie se tenait là, observant l'agitation à l'intérieur du bâtiment avec une curiosité mêlée de méfiance. Elle portait toujours le sweatshirt qu'il lui avait donné, bien trop grand pour elle, mais qui semblait désormais être son vêtement principal. Intrigué, Mathieu sortit à sa rencontre. « Léonie, qu'est-ce que tu fais ici ?» La petite fille sursauta, prise en flagrant délit d'observation. Elle sembla hésiter entre fuir et rester, mais finit par répondre avec une franchise désarmante. « Je voulais voir si tu étais toujours gentil. » Cette réponse, si simple et pourtant si profonde, toucha Mathieu en plein cœur. Dans ce monde d'apparence et de faux semblants où il évoluait quotidiennement, la sincérité brute de cet enfant était comme une bouffée d'air frais. « Je fais de mon mieux, » dit-il avec un sourire. « Tu as faim? Je peux t'offrir quelque chose à manger. » Les yeux de Léonie s'illuminèrent malgré elle à cette proposition, trahissant une faim qu'elle s'efforçait habituellement de dissimuler. Mathieu lui fit signe de le suivre vers une boulangerie située en face du bâtiment Valmont. Chapitre 3. Le destin. Frappe assis à la terrasse de la boulangerie, Mathieu observait Léonie dévorer son sandwich comme si c'était son premier repas depuis des jours, ce qui était peut-être le cas. Il ressentait un mélange de compassion et d'impuissance face à cet enfant visiblement livré à elle-même. « Tu n'as vraiment personne qui s'occupe de toi ?» demanda-t-il doucement. Léonie haussa les épaules, habituée à cette question. « Je me débrouille, c'est mieux comme ça. »« Mieux que quoi ? Que les foyers. J'y suis allé après que ma grand-mère soit partie. Les adultes là-bas sont méchants ou fatigués, et les autres enfants, ils prennent tout. » Elle parlait avec une résignation qui brisait le cœur de Mathieu. À seulement 6 ans, cette petite fille avait déjà développé une vision du monde désabusé basée sur l'expérience dure et directe de la survie. « Tu sais, il existe des endroits où les gens sont gentils, » tenta Mathieu. « Des familles qui pourraient prendre soin de toi. » Léonie secoua la tête, catégorique. « J'ai déjà essayé. Ça ne marche jamais longtemps. Et puis, je connais les rues. Je sais où dormir quand il pleut, où trouver à manger. Je connais les gens qui aident et ceux qu'il faut éviter. » Mathieu fut frappé par la maturité et l'indépendance de cet enfant. Dans un autre contexte, avec d'autres opportunités, quelles auraient été ses possibilités? Il allait poursuivre la conversation lorsque son téléphone vibra. Un message de Christine lui rappelant qu'il était attendu pour la réunion finale avant la réception du soir. « Je dois y retourner, » dit-il à regret. « Écoute, Léonie, j'aimerais t'aider, vraiment. Est-ce que tu seras encore dans le coin plus tard ?»
La petite fille le dévisagea, cherchant à évaluer sa sincérité. Après un moment, elle hocha la tête. « Peut-être. Je passe souvent par ici. Bien, je te chercherai après le travail. En attendant, prends ça. » Il lui tendit quelques billets pour t'acheter à manger. Léonie hésita, puis accepta l'argent avec un hochement de tête solennel. « Merci, tu es vraiment gentil. » Mathieu. Cette phrase simple, prononcée avec une conviction absolue, émut profondément l'assistant. Dans son monde professionnel, dominé par l'ambition et la compétition, être considéré comme gentil était rarement un compliment. Pourtant, venant de cet enfant, c'était peut-être la reconnaissance la plus précieuse qu'il ait jamais reçue. Tandis que Mathieu retournait à la tour Valmont, Léonie décida d'explorer les environs. La somme que l'assistant lui avait donnée représentait plus d'argent qu'elle n'en avait eu depuis longtemps, et elle voulait l'utiliser judicieusement. Elle acheta d'abord un petit pain au chocolat qu'elle savoura lentement, puis se dirigea vers une librairie proche. Contrairement à ce que son mode de vie pouvait laisser croire, Léonie avait appris à lire grâce à sa grand-mère, et les livres représentaient pour elle un trésor inestimable, une porte vers des mondes où la faim et le froid n'existaient pas. Dans la librairie, elle passa près d'1 heure à feuilleter différents ouvrages, sous l'œil à la fois méfiant et attendri de la propriétaire. Finalement, elle choisit un livre usagé sur les premiers secours. Sa grand-mère, ancienne infirmière, lui avait enseigné quelques notions de base, et Léonie avait découvert qu'elle possédait un don naturel pour comprendre le fonctionnement du corps humain et les gestes qui sauvent. Ce livre, avec ses illustrations détaillées et ses explications claires, représentait pour elle bien plus qu'une distraction. C'était un moyen de se connecter aux souvenirs de sa grand-mère et d'apprendre des compétences potentiellement utiles. Avec son nouveau livre serré contre elle, Léonie quitta la librairie et se dirigea instinctivement vers la tour Valmont. Elle ne se l'avouerait jamais, mais la gentillesse de Mathieu l'avait touchée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Depuis la disparition de sa grand-mère, rares étaient les adultes qui avaient manifesté un intérêt sincère pour son bien-être. En déesse. Approchant du bâtiment, elle remarqua une agitation inhabituelle. Des voitures de luxe arrivaient en file, déposant des invités élégamment vêtus qui se dirigeaient vers l'entrée principale. La réception organisée par Valmont battait son plein, transformant le hall austère en un espace scintillant de lumière et résonnant de conversations animées. Curieuse, Léonie se faufila près de l'entrée de service, espérant apercevoir Mathieu. À travers une porte entr'ouverte, elle pouvait observer la scène. Des serveurs en uniforme circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés. Des hommes en costume échangèrent des cartes de visite. Des femmes en tenue de soirée riaient poliment à des plaisanteries probablement peu drôles. Et au centre de tout cela, Henri Valmont, rayonnant de suffisance, serrant des mains et acceptant des félicitations comme si elles lui étaient naturellement dues. Soudain, Léonie remarqua quelque chose d'étrange dans l'attitude du milliardaire. Il porta brusquement la main à sa poitrine, son visage se crispant dans une expression de douleur. Personne autour de lui ne sembla le remarquer, trop occupé à maintenir les apparences et à naviguer dans ce ballet social. Valmont fit quelques pas chancelants vers un coin plus calme, son teint devenant progressivement grisâtre. Léonie avait déjà vu ce genre de symptômes. Sa grand-mère lui avait montré des illustrations dans ses manuels médicaux, lui expliquant les signes d'une crise cardiaque. Sans hésitation, elle se glissa à l'intérieur du bâtiment, se faufilant entre les invités avec l'agilité d'une ombre. Henri Valmont s'était effondré dans un coin discret, à moitié dissimulé par une grande plante décorative. Sa respiration était laborieuse, son front couvert de sueur. La douleur qui irradiait dans sa poitrine était comme un étau qui se resserrait inexorablement. Il tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix n'était qu'un murmure étouffé dans le brouhaha de la réception. « Vous faites une crise cardiaque », dit une petite voix calme, à côté de lui. Surpris, Valmont tourna péniblement la tête pour découvrir Léonie, la petite fille du Rhône, qui l'observait avec un mélange de détermination et de concentration. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» articula-t-il avec difficulté. « Je vais vous aider, » répondit-elle simplement, comme si c'était l'évidence même. « Il faut vous allonger. » Avec une force surprenante pour son âge, elle l'aida à s'étendre sur le sol, plaçant son sac sous sa tête en guise d'oreiller improvisé. Puis avec des gestes précis qui trahissaient une connaissance inattendue,
Elle commença à desserrer sa cravate et à déboutonner son col. « Quelqu'un! À l'aide !» cria-t-elle de sa voix enfantine mais puissante, attirant enfin l'attention des personnes les plus proches. Un murmure d'inquiétude parcourut l'assemblée. Christine fut la première à réagir, se précipitant vers son patron étendu sur le sol. « Henri, que... S'est-il passé? Quelqu'un a appelé une ambulance ?» « Crise cardiaque, » répondit Léonie avec un calme déconcertant. « Il faut un défibrillateur. Vous en avez un ?» Christine la dévisagea, stupéfaite de retrouver cet enfant des rues au milieu de leur réception haut de gamme, et encore plus abasourdie par son évaluation clinique de la situation. « Comment oses-tu... » « Le défibrillateur est dans le hall près des ascenseurs, » intervint Mathieu qui venait d'arriver, comprenant immédiatement la gravité de la situation. « J'y vais !» Tandis qu'il courait chercher l'appareil, Léonie vérifia le pouls de Valmont. Il était irrégulier, faible. Sans hésiter, elle plaça ses petites mains sur sa poitrine et commença à effectuer des compressions thoraciques avec une technique parfaite. Rythme régulier, profondeur adéquate, position des mains exactement comme l'indiquaient les manuels de premier secours. Les invités s'étaient rassemblés en cercle autour de cette scène surréaliste, une enfant en haillons pratiquant un massage cardiaque sur l'un des hommes les plus puissants de Lyon. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres détournaient le regard, mal à l'aise, mais personne n'intervenait, comme paralysé par l'incongruité de la situation ou par la peur de mal faire. Mathieu revint en courant avec le défibrillateur. Léonie s'interrompit brièvement pour lui indiquer comment placer les électrodes. « Ici et là », dit-elle en montrant les emplacements précis sur la poitrine de Valmont. « Ensuite, il faut s'écarter et appuyer sur le bouton quand la machine le dit. » Mathieu s'exécuta, impressionné par l'assurance et les connaissances de cet enfant. Le défibrillateur émit ses instructions standardisées, analysant le rythme cardiaque de Valmont avant de conseiller un choc électrique. « Écartez-vous », ordonna Léonie à l'Assemblée avec une autorité qui fit reculer même les plus sceptiques. Le choc fut administré, faisant se contracter brièvement le corps de Valmont. Léonie vérifia à nouveau son pouls, puis reprit les compressions thoraciques avec la même précision méthodique. Son visage était concentré, ses gestes sûrs, comme si elle avait fait cela toute sa vie. Continuez les compressions pendant que je vérifie sa respiration, dit-elle à Mathieu qui prit le relais, suivant ses instructions à la lettre. Dans l'assistance, les murmures se multipliaient. Comment une enfant si jeune pouvait-elle maîtriser à ce point les gestes de premier secours? D'où venait-elle? Que faisait-elle à cette réception? Les questions restaient sans réponse, tandis que le drame se jouait sous leurs yeux. Les sirènes des ambulances se firent entendre au loin se rapprochant rapidement. Léonie, sans interrompre ses efforts, donna des ordres clairs à 2 hommes dans l'assistance pour qu'ils aillent guider les secours jusqu'à eux. Son calme dans cette situation d'urgence contrastait violemment avec la panique générale. Lorsque les paramédics arrivèrent enfin, ils trouvèrent une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Un cercle d'adultes, en tenue de soirée, regardant, avec incrédulité, une petite fille en sweatshirt trop grand dirigeant la réanimation d'un homme en costume 3 pièces. Rythme cardiaque irrégulier, perte de conscience il y a environ 8 minutes, un choc délivré par le défibrillateur, compression thoracique maintenue, récita Léonie d'une voix claire en s'écartant pour laisser place aux professionnels. Les paramédics échangèrent un regard stupéfait avant de prendre le relais, constatant que les gestes prodigués avaient été parfaitement exécutés. L'un d'eux, tout en préparant une injection, ne put s'empêcher de demander « Qui a pratiqué les premiers secours ?»« C'est elle », répondit Mathieu en désignant Léonie, qui se tenait maintenant un peu à l'écart, observant attentivement les actions des secouristes comme pour mémoriser leur technique. « Cet enfant ?» Le paramédic secoua la tête, incrédule. « C'est remarquable. Ces gestes ont probablement sauvé sa vie. » Tandis que l'équipe médicale stabilisait Valmont et le préparait pour le transport vers l'hôpital, Christine s'approcha de Léonie. Son regard n'était plus méprisant, mais empli d'une curiosité nouvelle, teintée de suspicion. « Comment as-tu su quoi faire ?» demanda-t-elle abruptement. « Comment une enfant de ton âge peut-elle connaître ces techniques ?»« Ma grand-mère. »« C'était infirmière, » répondit simplement Léonie. « Elle m'a montré, et j'ai lu des livres.
Cette explication si simple et pourtant si improbable laissa Christine perplexe. Elle observa Léonie plus attentivement, notant ses vêtements usés, ses cheveux emmêlés, mais aussi la détermination et l'intelligence qui brillaient dans son regard. « C'est la deuxième fois que tu apparais comme par magie pour sauver Henri Valmont, dit-elle lentement. La première fois avec la mallette, maintenant avec sa vie. C'est troublant. Tu ne trouves pas ?» Léonie haussa les épaules, indifférente à ses insinuations. « J'étais là, c'est tout. Tu étais là par hasard exactement au moment où il avait besoin d'aide? 2 fois ?» La petite fille soutint son regard sans ciller. Oui, cette assurance désarçonna Christine, habituée à intimider ses interlocuteurs. Avant qu'elle ne puisse poursuivre son interrogatoire, Mathieu intervint, plaçant une main protectrice sur l'épaule de Léonie. « Elle vient de sauver la vie de notre patron, » dit-il fermement. « Je crois que tes questions peuvent attendre, Christine. » La directrice des ressources humaines pinça les lèvres mais n'insista pas, se contentant de jeter un dernier regard suspicieux à l'enfant avant de se diriger vers l'équipe médicale. Pour obtenir des informations sur l'état de Valmont, Mathieu s'accroupit pour se mettre au niveau de Léonie. « Ce que tu as fait est incroyable. Comment as-tu su qu'il faisait une crise cardiaque ?» Les signes étaient clairs, expliqua-t-elle avec simplicité. Douleur à la poitrine, sueur, difficulté à respirer, teint gris. Ma grand-mère disait toujours qu'il fallait agir vite, dans ces cas-là. Ta grand-mère t'a bien enseigné, dit doucement Mathieu, impressionné par cet enfant décidément pas ordinaire. Mais que faisais-tu ici ce soir? Léonie détourna le regard, soudain moins assurée. Je voulais voir les lumières, et peut-être te dire au revoir. Me dire au revoir? Tu pars quelque part? Je ne reste jamais longtemps au même endroit. C'est plus sûr. Cette réponse, prononcée avec la résignation de ceux qui ont appris à vivre dans l'incertitude permanente, serra le cœur de Mathieu. Alors qu'il allait répondre, un mouvement attira son attention. Les paramédics avaient installé Valmont sur une civière et s'apprêtaient à l'emmener vers l'ambulance. Contrairement à ce que tous craignaient, le milliardaire avait repris conscience, bien que visiblement affaibli. « Attends ici, » dit Mathieu à Léonie avant de s'approcher de la civière. Henri Valmont, le visage blême et creusé par la douleur, respirait avec l'aide d'un masque à oxygène. Ses yeux, habituellement dominateurs et froids, semblaient perdus, comme si la proximité avec sa propre faim l'avait dépouillé de toutes ses certitudes. « Monsieur Valmont, » commença Mathieu, hésitant sur la manière d'aborder le sujet. « La petite fille qui vous a secouru, c'est la même qui avait récupéré votre mallette dans le Rhône la semaine dernière. » Valmont cligna des yeux, essayant visiblement d'assimiler cette information. Il fit un geste faible pour retirer son masque. « Où est-elle » articula-t-il d'une voix rauque. Mathieu fit signe à Léonie d'approcher. Elle s'avança timidement, scrutant le visage du milliardaire avec une expression mêlant la compassion à une curiosité naturelle. « Tu m'as sauvé », murmura Valmont, chaque mot semblant lui coûter un effort considérable. Léonie hocha simplement la tête, comme si sauver la vie d'un adulte faisait partie de sa routine quotidienne. « Pourquoi » insista-t-il, une véritable incompréhension, se lisant dans son regard. « Parce que vous aviez besoin d'aide », répondit-elle avec cette logique implacable propre aux enfants. N'importe qui aurait fait pareil. Mais tous les adultes présents savaient que ce n'était pas vrai. Personne d'autre n'avait agi. Personne n'avait su reconnaître les symptômes, personne n'avait osé intervenir. Seule cette petite fille, avec son savoir improbable et son courage tranquille, avait pris les choses en main sans la moindre hésitation. « Monsieur, nous devons y aller », intervint l'un des paramédics. « Votre état nécessite une hospitalisation. Immédiate. » Valmont fit un signe à Mathieu lui indiquant de se pencher plus près. « Retrouve-la », murmura-t-il avec une intensité surprenante compte tenu de son état. « Ne la laisse pas partir, je veux lui parler quand je reviendrai. » Mathieu acquiesça surpris par cette demande inattendue. L'ambulance s'éloigna, sirène hurlante, laissant derrière elle une réception en désordre et des invités. Sous le choc, Christine, qui avait observé la scène de loin, s'approcha de Mathieu. « Qu'est-ce qu'il t'a dit? De ne pas laisser partir l'enfant. Il veut la voir à son retour. » Le visage de Christine se crispa imperceptiblement. « Je vois. Et où comptes-tu la garder en attendant? Sous ton bureau ?» Mathieu n'avait pas pensé à ce détail pratique.
Il se tourna vers Léonie qui se tenait toujours là, étrangement calme au milieu de cette agitation d'adulte. « Elle peut rester chez moi », proposa-t-il spontanément. « J'ai une chambre d'amis qui ne sert jamais. »« Chez toi ?» répéta Christine avec un rire sans « Joie que c'est. Tu ne peux pas simplement emmener une enfant inconnue chez toi, Mathieu. Il y a des procédures, des lois. Elle devrait être confiée aux services sociaux en attendant. » À ces mots, Léonie recula instinctivement, son corps tendu comme prête à fuir. « Les services sociaux la placeraient dans un foyer d'urgence, » argumenta Mathieu. « Et si M. Valmont veut la voir à son retour, tu sais comment fonctionnent ces institutions. Elle disparaîtrait dans le système. » Christine le dévisagea longuement, pesant visiblement le pour et le contre de la situation. « Tu prends un risque, » dit-elle finalement. « Si quelque chose tourne mal, je ne pourrai pas te couvrir. »« Je comprends, » répondit Mathieu, déterminé malgré tout. Il se tourna vers Léonie. « Qu'en penses-tu? Accepterais-tu de venir chez moi, juste pour quelques jours, jusqu'à ce que M. Valmont sorte de l'hôpital ?» Léonie l'observa avec cette intensité qui semblait lire directement dans l'âme des gens. Après un long moment de réflexion, elle hocha lentement la tête. « D'accord. Mais je garde mon livre, et je pars quand je veux. » Mathieu sourit, soulagé. « Bien sûr, c'est promis. » Alors qu'ils quittaient ensemble le bâtiment Valmont, Léonie jeta un dernier regard vers Christine qui les observait, les bras croisés et le visage indéchiffrable. La petite fille ne pouvait pas le savoir, mais dans l'esprit de la directrice des ressources humaines, un plan commençait déjà à se former, un plan qui allait bientôt menacer bien plus que sa liberté chèrement acquise. Chapitre 4. Suspicion et révélation. L'appartement de Mathieu, situé dans le quartier de la Croix-Rousse, était modeste mais chaleureux. C'était un 2 pièces sous les toits, avec des poutres apparentes et une vue partielle sur la Saône. Rien à voir avec le luxe ostentatoire de la villa de Valmont, mais pour Léonie, qui franchit le seuil avec une curiosité prudente, cet espace représentait un confort inimaginable. « Voici la chambre d'amis », annonça Mathieu en ouvrant la porte d'une petite pièce meublée simplement d'un lit, d'une commode et d'une petite bibliothèque. « Ce n'est pas très grand, mais c'est tranquille. » Léonie fit quelques pas à l'intérieur, touchant du bout des doigts le couvre-lit propre, comme pour s'assurer de sa réalité. « Je n'ai jamais eu une chambre pour moi toute seule, » dit-elle. Doucement. Même quand ma grand-mère était là, on partageait une pièce. Cette confidence, livrée sans apitoiement, simplement comme un fait, toucha Mathieu. Et il réalisa à quel point les choses que la plupart des gens tenaient pour acquises, un lit propre, un toit sûr, représentaient un luxe pour cet enfant. La salle de bain est juste en face. Tu dois avoir envie de prendre une douche? Chaude, non? Léonie acquiesça timidement. Mathieu lui montra comment régler la température de l'eau et lui donna une serviette propre, ainsi qu'un t-shirt qui lui servirait de chemise de nuit. « Je vais préparer quelque chose à manger pendant ce temps. Tu aimes les pâtes? »« J'aime tout, » répondit-elle avec un petit sourire qui, pour la première fois, la faisait ressembler à une enfant de son âge. Laissée seule dans la salle de bain, Léonie resta un moment immobile, observant son reflet dans le miroir. Elle avait presque oublié à quoi elle ressemblait vraiment, sous la couche de crasse et de fatigue. Ses cheveux châtains, une fois propres, révéleraient probablement des reflets dorés comme ceux de sa grand-mère. Ses yeux, d'un vert intense, étaient le seul héritage visible de sa mère, partie trop tôt pour qu'elle en garde un souvenir précis. La sensation de l'eau chaude sur sa peau fut si délicieuse qu'elle resta sous la douche, jusqu'à ce que la buée recouvre entièrement le miroir. Elle frotta énergiquement chaque centimètre de son corps, comme pour effacer non seulement la saleté, mais aussi les souvenirs des nuits froides, des regards méprisants, de la peur constante qui l'accompagnait dans les rues. Lorsqu'elle émergea, finalement de la salle de bain, vêtue du t-shirt de Mathieu qui lui tombait jusqu'aux chevilles, une odeur appétissante de sauce tomate et de basilic emplissait l'appartement. Son hôte avait dressé la table pour deux, avec une attention aux détails qui suggérait qu'il n'avait pas l'habitude de recevoir. « Juste à temps, » dit-il en plaçant un plat de spaghettis au centre de la table. « J'espère que tu as faim. » Léonie hocha la tête avec enthousiasme, s'installant sur la chaise qu'il lui désignait. Elle attendit poliment qu'il se serve avant de remplir son assiette, mangeant d'abord avec retenue, puis, encouragée par Mathieu, avec un appétit plus franc. « C'est délicieux, »
déclara-t-elle entre deux bouchées. Tu cuisines souvent? Pas autant que je le voudrais, admit Mathieu. Le travail me prend beaucoup de temps, mais j'aime ça quand j'en ai l'occasion. Ma grand-mère disait que cuisiner pour quelqu'un, c'est une façon de montrer qu'on tient à cette personne. Cette observation, si simple et pourtant si juste, fit sourire Mathieu. Ta grand-mère avait raison. Elle semble avoir été quelqu'un de très sage. Elle l'était, confirma Léonie, une ombre de tristesse passant sur son visage. Elle savait plein de choses, sur les plantes qui guérissent, sur les étoiles, sur comment aider les gens quand ils sont malades. Elle m'a tout appris avant de partir. C'est grâce à elle que tu as su quoi faire pour M. Valmont? Léonie acquiesça. Elle était infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Elle m'emmenait parfois avec elle quand elle n'avait personne pour me garder. Je regardais comment elle s'occupait des patients, et elle me montrait ses livres le soir, m'expliquait les images, me faisait répéter les gestes importants. « C'est impressionnant que tu aies retenu tout ça », remarqua Mathieu, sincèrement admiratif. « Tu as un vrai don. » La petite fille haussa les épaules, gênée par le compliment. « Je retiens facilement les choses que je vois. Ma grand-mère disait que j'avais une mémoire photographique, je crois. »« Édétique », corrigea doucement Mathieu. « Une mémoire édétique, c'est rare et précieux. » Ils continuèrent à manger en silence pendant quelques minutes, Léonie savourant chaque bouchée comme un trésor, Mathieu observant discrètement cet enfant extraordinaire qui avait fait irruption dans sa vie ordonnée. « Tu crois qu'il va s'en sortir ?» demanda soudain Léonie. « Le monsieur de la mallette, monsieur Valmont, les médecins semblaient optimistes. Grâce à toi, il a reçu les premiers soins très rapidement, ce qui est crucial dans ce genre de situation. Il n'avait pas l'air très gentil la première fois, observa-t-elle, mais personne ne mérite de partir comme ça. » Mathieu nota sa réticence à utiliser le mot « mourir », comme si le nommer pouvait le rendre plus réel ou plus menaçant. « Les gens peuvent changer, tu sais, » dit-il pensif. « Parfois, il faut un événement important pour leur ouvrir les yeux sur ce qui compte vraiment. Tu crois qu'il va changer, lui ? » « Je l'espère, » répondit honnêtement Mathieu. « Ce genre d'expérience peut transformer une personne. Lui faire voir la vie différemment. » Après le dîner, Léonie insista pour aider à débarrasser la table, manipulant les assiettes avec un soin presque cérémonieux. Puis épuisée par les émotions de la journée, elle se laissa guider jusqu'à la chambre d'amis où Mathieu avait préparé le lit avec des draps frais. « Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, ma chambre est juste à côté, » dit-il en bordant la couverture autour d'elle, un geste qu'il n'avait jamais eu l'occasion de faire auparavant, mais qui lui sembla naturel. « N'hésite pas à me réveiller. » Léonie hocha la tête, ses paupières déjà lourdes de sommeil. « Merci. »« Mathieu, pour tout !»« De rien, Léonie, dors bien. » Il éteignit la lumière et ferma doucement la porte, restant un moment immobile dans le couloir, submergé par une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. En l'espace d'une journée, sa vie avait basculé d'une routine solitaire et prévisible à quelque chose de complètement nouveau. Cet enfant, avec son courage tranquille et sa sagesse prématurée, avait éveillé en lui des sentiments protecteurs qu'il ne se connaissait pas. Tard dans la nuit, alors qu'il consultait ses emails pour se tenir informé de l'état de Valmont, Mathieu reçut un message de Christine. Son contenu le fit froncer les sourcils. Recherche préliminaire sur elle révèle des incohérences. Grand-mère supposée décédée il y a 18 mois. Jeanne Duval, infirmière à Édouard Herriot. Circonstances du décès floues. Enfant signalé aux services sociaux mais jamais retrouvé. Question. Comment a-t-elle survécu seule depuis? Qui l'a formée aux gestes médicaux avancés? Pourquoi se trouvait-elle précisément là lors des 2 incidents? Prudence recommandée. Poursuit l'enquête. C. Mathieu relut le message plusieurs fois, partagé entre l'indignation face à cette suspicion persistante et un début d'inquiétude. Les questions de Christine, bien que formulées avec une paranoïa évidente, n'étaient pas entièrement dénuées de pertinence. Comment une enfant de 6 ans avait-elle pu survivre seule dans les rues pendant 18 mois? Et sa maîtrise des gestes de premier secours dépassaient effectivement ce qu'on pourrait attendre, même d'une enfant exceptionnellement douée. Il jeta un regard vers la porte fermée de la chambre d'amis. Derrière elle dormait une petite fille qui avait sauvé la vie de son patron 2 fois. Une enfant qui semblait porter en elle bien plus de mystère qu'il n'y paraissait au premier abord. Le lendemain matin, Mathieu fut réveillé par une délicieuse odeur de café
et le bruit discret de vaisselle qu'on manipule avec précaution. Surpris, il se leva et découvrit Léonie dans la cuisine, perchée sur une chaise pour atteindre le plan de travail, préparant maladroitement des tartines de confiture. « Bonjour », dit-elle en l'apercevant. « J'ai fait du café. J'espère que ça ne te dérange pas. Ma grand-mère disait toujours que c'était important de remercier les gens qui nous aident. » Mathieu sourit touché par cette initiative. « Pas du tout. C'est très gentil de ta part. » Ils prirent leur petit déjeuner ensemble, discutant de sujets légers, évitant délibérément de parler de la situation de Valmont ou des questions que soulevait la présence de Léonie chez Mathieu. C'était comme si, pendant ces quelques minutes de normalité partagée, ils voulaient tous deux prétendre être simplement un homme et une enfant ordinaires, partageant un repas matinal. La réalité les rattrapa cependant lorsque le téléphone de Mathieu sonna. C'était l'hôpital. Henri Valmont était conscient et stable, mais les médecins insistaient sur la nécessité d'un repos complet pendant plusieurs jours. Il ne pourrait pas recevoir de visite avant au moins 48 heures. « Je comprends », dit Mathieu en raccrochant. « C'est une bonne nouvelle, mais ça signifie que tu vas devoir rester ici un peu plus longtemps que prévu. Ça te convient ?» Léonie hésita, son instinct de survie lui rappelant les dangers de s'attacher à un endroit ou à une personne. Mais la sécurité de cet appartement, la gentillesse de Mathieu et surtout la perspective de dormir à nouveau dans un vrai lit étaient des tentations difficiles à ignorer. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas du tout, » assura Mathieu. « Au contraire, c'est agréable d'avoir de la compagnie. » C'était vrai, réalisa-t-il avec surprise. Sa vie, rythmée par un travail exigeant et une solitude choisie, lui avait rarement paru aussi vivante que depuis l'arrivée de cette petite invitée inattendue. « Je dois aller au bureau aujourd'hui, » expliqua-t-il, « pour gérer les affaires courantes en l'absence de M. Valmont. Tu préfères venir avec moi ou rester ici ?» Léonie réfléchit un instant. « Je peux rester ici? J'ai vu que tu as des livres. Je pourrais lire. Bien sûr, ma bibliothèque est à ta disposition. Il y a aussi la télévision si tu veux. Et le réfrigérateur est plein, sers-toi si tu as faim. » Il lui montra comment utiliser la télécommande, comment verrouiller la porte de l'intérieur, et lui laissa son numéro de téléphone personnel inscrit sur un papier, au cas où elle aurait besoin de le contacter. « Je serai de retour vers 18 heures, promit-il. « Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à m'appeler, d'accord ?» Léonie acquiesça solennellement, prenant très au sérieux cette responsabilité. Alors que Mathieu s'apprêtait à partir, elle lui posa une question qui le prit au dépourvu. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Tu ne me connais même pas !» Il s'arrêta réfléchissant sérieusement à cette interrogation légitime. Pourquoi, en effet, s'était-il si spontanément attaché à cet enfant? Pourquoi avait-il pris le risque de l'accueillir chez lui? Contre toute prudence et probablement contre plusieurs règlements officiels, je crois que parfois, on rencontre des personnes qui nous rappellent ce qui est vraiment important dans la vie, répondit-il finalement. Tu m'as fait réaliser que je passais peut-être à côté de l'essentiel, à force de suivre des routines et d'obéir à des règles qui n'ont pas toujours de sens. Léonie le considéra avec une intensité qui semblait voir au-delà des mots. Ma grand-mère disait que les vrais amis, ce sont ceux qui nous voient tels qu'on est vraiment, pas tels qu'on voudrait paraître. Ta grand-mère était décidément très sage, sourit Mathieu avant de partir. À la tour Valmont, l'atmosphère était électrique. L'incident de la veille avait fait la une des journaux locaux, milliardaire sauvé par une enfant des rues, et les spéculations allaient au bon train parmi les employés. Certains voyaient en Léonie une héroïne. D'autres partagèrent les soupçons de Christine, suggérant que sa présence lors des deux incidents ne pouvait être une coïncidence. Mathieu fut convoqué dès son arrivée dans le bureau temporaire de Christine qui avait pris les rênes en l'absence de Valmont. « Tu l'as gardé chez toi », constata-t-elle sans préambule lorsqu'il entra. Ce n'était pas une question, mais une accusation à peine voilée. « Comme M. Valmont me l'a demandé », répondit-il calmement. « Elle est en sécurité et bien traitée. » Christine le dévisagea longuement. « Tu as reçu mon email ?»« Sur ses antécédents ? Oui, je ne vois rien de suspect dans le fait qu'une enfant orpheline cherche à échapper aux services sociaux. Beaucoup préfèrent la rue au foyer, malheureusement. Et ses connaissances médicales, tu trouves ça normal ? Sa grand-mère était infirmière et elle a une mémoire exceptionnelle. De plus, les enfants sont souvent capables d'assimiler des compétences complexes plus rapidement que les adultes. » Christine se leva et fit quelques pas dans la pièce,
visiblement agitée. Tu ne trouves pas étrange qu'elle se soit trouvée exactement là où Valmont avait besoin d'aide? 2 fois de suite? Lyon n'est pas si grand, argumenta Mathieu, et la tour Valmont est un point de repère visible. Il n'est pas surprenant qu'une enfant qui vit dans les rues passe souvent par ici. Tu la défends avec beaucoup d'ardeur, observa Christine, avec un sourire froid. J'espère que ton jugement n'est pas obscurci par un attendrissement déplacé. Mon jugement va très bien, répliqua Mathieu, piqué au vif. Et je ne vois pas quel intérêt aurait une enfant de 6 ans à orchestrer quoi que ce soit contre Henri Valmont. L'argent? La vengeance? Ou peut-être est-elle manipulée par quelqu'un d'autre? Mathieu secoua la tête, exaspéré par ces théories conspirationnistes. As-tu des preuves concrètes de quoi que ce soit, Christine, ou simplement des suspicions basées sur des coïncidences? La directrice pinça les lèvres, contrariée. Pas encore. Mais je continue à chercher. En attendant, j'ai pris la liberté de contacter les services de protection de l'enfance. Ils sont très intéressés par le cas de cette petite Léonie, Duval qui a échappé à leur surveillance pendant plus d'1 an. Mathieu sentit une vague de colère monter en lui. « Tu as fait quoi ?»« Mon devoir, » répondit-elle froidement. « Une enfant non accompagnée doit être prise en charge par les autorités compétentes. C'est la loi, Mathieu. Tu n'as aucun droit légal sur elle. » Monsieur Valmont a expressément demandé qu'elle reste disponible pour lui parler, rappela-t-il, tentant de garder son calme. Monsieur Valmont était sous le choc, à peine conscient. Je doute qu'il se souvienne même de cette requête. Et dans tous les cas, il pourra toujours la voir dans son foyer d'accueil, s'il le souhaite vraiment. Mathieu comprit que Christine avait déjà tout planifié. Dans son esprit, Léonie représentait une menace pour l'entreprise, pour la réputation de Valmont, ou peut-être simplement pour sa propre position. Et elle était déterminée à l'écarter, quelles qu'en soient les conséquences pour l'enfant. « Quand doivent-ils venir la chercher ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Cet après-midi, ils passeront à ton appartement vers 16 heures. J'ai pris la liberté de leur donner ton adresse. » Le sourire de Christine était celui d'une prédatrice satisfaite d'avoir acculé sa proie. Mathieu quitta le bureau sans un mot de plus, tremblant intérieurement de rage et d'inquiétude. Il devait prévenir Léonie, lui expliquer la situation, mais que pourrait-il faire ensuite? La cacher? Fuir avec elle? Toutes les options semblaient impossibles ou illégales. Alors qu'il regagnait son bureau, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Monsieur Valmont demande à vous voir. Urgent. Hôpital Édouard Herriot, chambre 412. Venez seul. Docteur Mercier. » Mathieu hésita, méfiant. Ce message était-il authentique ou s'agissait-il d'un piège tendu par Christine? D'un autre côté, s'il y avait une chance que Valmont soit effectivement conscient et demande à le voir, c'était peut-être l'opportunité de résoudre la situation de Léonie. Il prit sa décision en quelques secondes. « Urgence personnelle », annonça-t-il à sa secrétaire. « Je dois m'absenter 1 heure ou 2. » Puis il appela Léonie sur le téléphone fixe de son appartement. « Écoute-moi attentivement, » dit-il dès qu'elle décrocha. « Des gens vont venir te chercher aujourd'hui. Des services sociaux. N'ouvre pas la porte, quoi qu'ils disent. Je rentre dès que possible. »« Ils veulent m'emmener ?» demanda-t-elle, sa voix soudain tendue par l'inquiétude. « Oui, mais ne t'inquiète pas. Je vais arranger les choses. Fais-moi. Confiance, d'accord ?» Un silence, puis « D'accord, je t'attends. » Mathieu raccrocha, le cœur lourd. Il venait de faire une promesse qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir. Mais une chose était sûre. Il n'abandonnerait pas cet enfant qui avait déjà été trahi par trop d'adultes dans sa courte vie. Direction l'hôpital Édouard Herriot, avec l'espoir que Henri Valmont, l'homme qu'il avait si souvent jugé insensible et égoïste, pourrait devenir un allié inattendu dans cette bataille pour protéger Léonie des machinations de Christine et de la froideur du système. Chapitre 5. Réveil et alliance. L'hôpital. Édouard Herriot, avec sa structure en étoile et son somptueuse architecture des années 1930, se dressait majestueusement dans le paysage lyonnais. Mathieu traversa les couloirs aseptisés d'un pas rapide, l'esprit préoccupé par le sort de Léonie. Si Christine avait effectivement contacté les services sociaux, le temps jouait contre lui. Devant la chambre 412, un agent de sécurité privée montait la garde, signe de l'importance de son occupant. L'homme examina attentivement la carte d'identité de Mathieu avant de hocher la tête. « Il vous attend », dit-il simplement en ouvrant la porte. La chambre individuelle était spacieuse et lumineuse,
bien loin des standards habituels de l'hôpital public. Henri Valmont, assis dans son lit médicalisé, avait perdu de sa superbe habituelle. Son teint était pâle, ses traits tirés, et des cernes sombres soulignaient ses yeux. Pourtant, quelque chose avait changé dans son regard, une lueur que Mathieu n'y avait jamais vue auparavant. « Mathieu, dit-il d'une voix encore faible mais ferme, merci d'être venu. Monsieur Valmont, je suis soulagé de vous voir. » C'est mieux. Un médecin d'âge mûr que Mathieu supposa être le docteur Mercier mentionné dans le message se tenait près de la fenêtre, consultant un dossier. « Je vous laisse, » annonça-t-il en se dirigeant vers la porte. « Pas plus de 20 minutes. Monsieur Valmont, votre cœur a besoin de repos. » Une fois le médecin sorti, Valmont fit signe à Mathieu d'approcher. « La petite fille, » commença-t-il sans préambule. « Où est-elle ?»« Chez moi, monsieur, comme vous me l'aviez demandé. » Valmont hocha la tête, satisfait. « Bien. Et elle ?»« Ça va bien ?»« Oui, mais... » Mathieu hésita, puis décida d'être franc. « Christine a contacté les services sociaux. Ils doivent venir la chercher cet après-midi. » Une expression de contrariété traversa le visage du milliardaire. « Pour quelle raison ? Elle a des suspicions concernant Léonie. Elle trouve sa présence lors des 2 incidents trop coïncidente. » Valmont resta silencieux un moment, semblant peser cette information. Puis, à la surprise de Mathieu, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Christine a toujours été trop méfiante pour son propre bien, » dit-il. Mais cette fois, elle a dépassé les bornes. Il se redressa légèrement dans son lit, grimaçant sous l'effort. « Mathieu, ce que je vais te dire maintenant doit rester entre nous pour l'instant. Cette enfant, elle m'a sauvé la vie. 2 fois. Les médecins sont formels, sans son intervention. Rapide hier soir, je ne serai plus là pour en parler. Je sais, monsieur, ses connaissances en premier secours sont remarquables pour son âge. Ce n'est pas juste une question de connaissance, corrigea Valmont. C'est son instinct, son courage. » Combien d'adultes étaient présents à cette réception? Des dizaines. Tous éduqués, privilégiés, certains même avec des formations médicales. Et pourtant aucun n'a agi. Seul cet enfant des rues a eu le courage de faire ce qu'il fallait. Il marqua une pause, son regard se perdant un instant dans le vide. Ça m'a fait réfléchir, Mathieu. Vraiment réfléchir, peut-être pour la première fois depuis des années, à qui je suis devenu. Au monde que j'ai contribué à créer, où l'apparence compte plus que l'essence, où la richesse masque la pauvreté. Dame, ces paroles venant de l'homme habituellement si détaché et cynique qu'était Henri Valmont, stupéfièrent Mathieu. Était-ce l'effet des médicaments? Ou cette expérience de proximité avec sa propre faim avait-elle réellement ébranlé quelque chose de profond en lui? « Je veux la rencontrer, » poursuivit Valmont. Pas juste pour la remercier, mais pour comprendre. Comprendre comment une enfant abandonnée par la société peut posséder plus d'humanité que tous ces gens qui prétendent la représenter. « Christine est déterminée à l'éloigner, » avertit Mathieu. « Elle a déjà tout organisé avec les services sociaux. » Christine, Valmont secoua la tête avec une expression de dégoût. Elle pense protéger mes intérêts, comme toujours. Mais cette fois, elle se trompe. Appelle mon avocat, maître Fournier. Dis-lui de venir immédiatement avec les documents pour une tutelle temporaire. Une tutelle, répéta Mathieu abasourdi. Oui, je veux prendre cet enfant sous ma protection, légalement. Au moins jusqu'à ce que nous puissions éclaircir sa situation. L'assistant n'en croyait pas ses oreilles. Henri Valmont, l'homme qui déléguait même les cadeaux d'anniversaire pour ses propres enfants, voulait maintenant assumer la responsabilité d'une petite fille des rues. « Monsieur, êtes-vous sûr que c'est prudent? Votre état de santé... » « Mon état de santé est précisément la raison pour laquelle je dois le faire, Mathieu. J'ai vu la mort de près. Ça change les perspectives. » Il fixa son assistant avec intensité. « Tu as passé du temps avec elle. Que penses-tu de cet enfant ?» Mathieu réfléchit soigneusement à sa réponse. « Je pense que Léonie est extraordinaire, intelligente, courageuse, mature bien au-delà de son âge, mais aussi profondément marquée par les épreuves qu'elle a traversées. Elle a besoin de stabilité, de sécurité et d'affection. Et tu crois qu'elle trouverait cela dans un foyer pour enfants? Non, admit Mathieu. Probablement pas. Alors, c'est décidé. » Valmont saisit son téléphone portable posé sur la table, de chevet. « Je vais appeler Fournier moi-même. Pendant ce temps, retourne auprès de l'enfant. Ne laisse personne l'emmener sous aucun prétexte. Je m'occupe de Christine. » La détermination dans sa voix était celle que Mathieu lui connaissait bien.
Celle qui avait bâti un empire financier à partir de rien. Celle qui ne tolérait aucun échec. Mais pour la première fois, cette volonté de faire semblait mise au service d'une cause qui dépassait le simple profit. « Je ferai de mon mieux, monsieur », promit Mathieu en se levant. « Une dernière chose », ajouta Valmont alors qu'il atteignait la porte. « Merci pour avoir pris soin d'elle quand je ne le pouvais pas. » Ce simple remerciement, venant d'un homme qui considérait habituellement la gratitude comme une faiblesse, confirma à Mathieu que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Peut-être que la petite Léonie n'avait pas seulement sauvé la vie de Valmont, mais aussi une part de son humanité qu'il croyait perdue depuis longtemps. De retour à son appartement, Mathieu trouva Léonie assise sur le canapé, son livre de premiers secours ouvert sur les genoux, mais son regard fixé sur la porte. Dès qu'il entra, elle se leva d'un bond, son corps tendu comme une corde d'arc. « Ils ne sont pas encore venus », annonça-t-elle immédiatement. « J'ai regardé par la fenêtre toutes les 5 minutes. »« C'est bien », la rassura Mathieu. « J'ai parlé à M. Valmont. Il va nous aider. » Une lueur de méfiance traversa le regard de l'enfant. Pourquoi il ferait ça? Il ne m'aimait pas la première fois. Les gens changent, Léonie. Parfois, il faut un grand choc pour leur ouvrir les yeux. Et tu lui as sauvé la vie. 2 fois, elle haussa les épaules, gênée par ce qu'elle considérait comme une évidence. N'importe qui aurait fait pareil. Non, justement, c'est ça que M. Valmont a compris. Tout le monde n'aurait pas fait ce que tu as fait. Léonie le considéra un moment, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. Puis elle hocha lentement la tête, acceptant cette explication sans pour autant sembler totalement convaincue. « Alors, je ne vais pas devoir partir. »« Si. Tout se passe comme prévu, non. Monsieur Valmont veut demander ta tutelle temporaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il serait légalement responsable de toi pendant un certain temps. Tu pourrais rester ici ou chez lui quand il sortira de l'hôpital. » Léonie fronça les sourcils, visiblement troublée par cette perspective. « Je devrais vivre avec lui, dans sa grande maison. »« C'est une possibilité, » admit Mathieu. « Mais rien n'est encore décidé. L'important pour l'instant, c'est d'empêcher les services sociaux de t'emmener. » Le visage de l'enfant se ferma à la mention de ces services qu'elle semblait redouter plus que tout. « Je ne retournerai pas là-bas, » déclara-t-elle avec une détermination farouche. « Jamais. »« Qu'est-ce qui s'est passé, Léonie ?» demanda doucement Mathieu. « Dans ces foyers, pourquoi en as-tu si peur ?» Elle détourna le regard, ses petites mains se crispant sur son livre. « Les gens là-bas, ils ne voient pas vraiment les enfants. Ils voient des problèmes à gérer, des cases à cocher sur des formulaires. Et les autres enfants ?» Sa voix se brisa légèrement. « Certains sont méchants parce qu'ils ont trop souffert. Ils font mal aux plus petits. Ils volent. Ils cassent les choses auxquelles tu tiens. » Elle ouvrit son livre à une page précise, révélant une photo jaunie glissée entre les pages. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant, tenant dans ses bras une Léonie plus jeune. « C'est la seule photo que j'ai de ma grand-mère. Dans le premier foyer, un garçon me l'a prise et l'a déchirée. J'ai réussi à récupérer les morceaux et à les recoller, mais j'ai compris que je ne pouvais pas rester là-bas, que personne ne me protégerait vraiment. » Mathieu sentit son cœur se serrer devant ce récit. Combien d'autres enfants comme Léonie étaient perdus dans un système censé les protéger, mais qui, souvent débordés et sous-financés, finissaient par leur causer davantage de traumatisme. « Je comprends, » dit-il doucement, « et je te promets que nous ferons tout pour que tu n'aies pas à y retourner. » La sonnette de l'appartement retentit soudain, faisant sursauter Léonie. Mathieu jeta un coup d'œil à sa montre. 15h30. Les services sociaux étaient en avance. « Va dans ta chambre, » murmura-t-il à la petite fille. « Ferme la porte et n'en sors pas avant que je te le dise. » Elle acquiesça et disparut silencieusement, tel un petit fantôme habitué à se rendre invisible au moindre danger. Mathieu prit une profonde inspiration pour se composer une expression neutre avant d'ouvrir la porte. Ce n'étaient pas les services sociaux. Maître Fournier, l'avocat personnel de Valmont, se tenait sur le palier, accompagné d'une femme élégante, d'une 50aine d'années que Mathieu n'avait jamais vue. « Monsieur Leroy ?» demanda l'avocat. « Je suis maître Fournier. Monsieur Valmont m'a contacté, en urgence concernant l'affaire de la petite Duval. Et voici le juge des enfants, Madame Elisabeth Moreau, que j'ai réussi à convaincre de nous accorder un entretien immédiat. »
La juge tendit une main ferme à Mathieu. « Monsieur le roi, cette situation est pour le moins inhabituelle, mais compte tenu des circonstances exceptionnelles et de l'insistance de Maître Fournier, j'ai accepté de venir constater la situation par moi-même avant de prendre une décision. » Soulagé, mais encore méfiant, Mathieu les invita à entrer. « C'est très aimable à vous, madame la juge. Je vous assure que le bien-être de Léonie est notre seule préoccupation. »« C'est ce que nous allons vérifier, » répondit-elle avec un professionnalisme courtois mais distant. « Où est l'enfant ?» ?»« Dans la chambre d'amis. Elle est un peu nerveuse à l'idée de rencontrer des représentants officiels. »« C'est compréhensible étant donné son parcours, » concéda la juge. « Pouvez-vous nous la présenter ?» Mathieu se dirigea vers la chambre de Léonie et frappa doucement. « Léonie, tu peux venir ? Ce ne sont pas les services sociaux, mais des personnes qui veulent t'aider. » Après un moment d'hésitation, la porte s'ouvrit et Léonie apparut, son livre serré contre sa poitrine comme un bouclier. Elle examina les visiteurs avec cette intensité qui lui était propre, évaluant instinctivement s'ils représentaient une menace ou une aide potentielle. « Bonjour Léonie, » dit doucement la juge en s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Je m'appelle Elisabeth. Je suis juge des enfants. Sais-tu ce que cela signifie? Vous décidez où les enfants doivent vivre quand leurs parents ne peuvent pas s'occuper d'eux, » répondit Léonie avec une précision qui impressionna visiblement la magistrate. « C'est exact. Et aujourd'hui, je dois prendre une décision importante te concernant. Accepterais-tu de discuter un peu avec moi, juste toi et moi ?» Léonie jeta un regard interrogateur à Mathieu, qui hocha la tête pour l'encourager. « D'accord, » dit-elle finalement. « Nous pouvons utiliser ma chambre, » proposa Mathieu. « Vous y serez tranquille. » Pendant que la juge s'entretenait avec Léonie, Maître Fournier expliqua la situation à Mathieu dans le salon. « Monsieur Valmont m'a exposé les faits de manière très claire, » dit l'avocat. « Cet enfant lui a sauvé la vie, et maintenant il souhaite la protéger. J'ai préparé une demande de tutelle temporaire qui permettrait à Monsieur Valmont de prendre en charge la petite Léonie pendant une période initiale de 6 mois, le temps d'évaluer plus précisément sa situation familiale et de déterminer la meilleure solution à long terme pour elle. Et vous pensez que le tribunal acceptera ?» s'inquiéta Mathieu. Monsieur Valmont n'a pas exactement le profil type du tuteur idéal. L'avocat eut un sourire entendu. Monsieur Valmont a des ressources considérables, une réputation d'homme, d'affaires respectable, et il s'engage à fournir à l'enfant tout le soutien nécessaire, y compris un suivi psychologique, une éducation de qualité et un environnement stable. De plus, le fait qu'elle lui ait sauvé la vie joue en sa faveur. Leur lien est déjà établi d'une manière significative. Et Christine Dufour, elle est fermement opposée à tout cela. « Madame Dufour n'a aucune autorité légale dans cette affaire, » répondit sèchement l'avocat. « Ses préoccupations professionnelles, aussi légitimes soient-elles, ne peuvent prévaloir sur la décision d'un tribunal concernant le bien-être d'un enfant. » Après près d'une heure, la juge et Léonie réapparurent. La magistrate arborait une expression pensive, tandis que la petite fille semblait plus détendue qu'auparavant. « Maître Fournier, » annonça la juge, après avoir examiné les documents que vous m'avez présentés et m'être entretenu avec l'enfant, je suis disposé à accorder une tutelle temporaire à Monsieur Valmont, sous certaines conditions. « Lesquelles, madame la juge ?» demanda l'avocat. « Premièrement, un suivi régulier par les services sociaux sera maintenu, avec des visites mensuelles, pour évaluer l'adaptation de l'enfant. Deuxièmement, étant donné l'état de santé actuel de Monsieur Valmont, il devra désigner un tuteur suppléant qui pourra s'occuper de Léonie pendant sa convalescence. » Son regard se posa sur Mathieu. « Monsieur le roi, Monsieur Valmont a suggéré que vous assumiez ce rôle. Accepteriez-vous cette responsabilité ?» Mathieu, pris au dépourvu, regarda Léonie dont les yeux reflétaient un espoir à peine contenu. « Oui, bien sûr, » répondit-il sans hésitation. « Je serai honoré de m'occuper d'elle. » Bien. Troisièmement, l'enfant devra être inscrite à l'école dès que possible, et un soutien psychologique lui sera proposé pour l'aider à s'adapter à ces changements majeurs dans sa vie. La juge sortit un document de son porte-document et le signa avant de le remettre à Maître Fournier. Ceci est une ordonnance temporaire de tutelle, effective immédiatement. Elle prévaut sur toute demande des services sociaux et restera en vigueur jusqu'à l'audience formelle que j'ai programmée dans 2 semaines.
D'ici là, Léonie restera sous la garde conjointe de M. Valmont et de M. Leroy. Elle se tourna vers Léonie avec un sourire chaleureux. « J'espère que tu te plairas dans ton nouveau foyer, Léonie. N'oublie pas ce que nous avons. À discuter. Tu as le droit d'exprimer tes sentiments et tes préoccupations à tout moment. » Léonie hocha solennellement la tête. « Merci, Madame la juge. » Après le départ de la juge et de l'avocat, Mathieu se laissa tomber sur le canapé, encore abasourdi par la tournure des événements. En l'espace de quelques heures, il était passé du statut d'assistant dévoué, mais anonyme, à celui de tuteur suppléant d'une enfant extraordinaire. « Est-ce que ça veut dire que je peux rester ici ?» demanda Léonie, toujours debout, au milieu du salon, son livre serré contre elle comme un talisman. « Ouais », confirma Mathieu avec un sourire, « au moins jusqu'à ce que M. Valmont sorte de l'hôpital. Ensuite, nous verrons comment nous organiser. Et l'autre dame, celle qui ne m'aime pas, elle ne peut plus me faire partir ? Non, elle ne peut plus. La juge a pris sa décision. » Un sourire timide illumina le visage de Léonie, le premier véritable sourire que Mathieu lui voyait depuis leur rencontre. « Je n'aurai plus à me cacher, alors. »« Plus jamais, promit-il. Tu es en sécurité maintenant. » À cet instant, la sonnette retentit à nouveau. Mathieu jeta un coup d'œil par le judas et aperçut 2 personnes en tenue civile, mais arborant des badges officiels, probablement les représentants des services sociaux envoyés par Christine. Avec une assurance nouvelle, il ouvrit la porte. « Bonjour. Si vous venez pour Léonie Duval, j'ai le regret de vous informer que la situation a changé. Le juge des enfants, Madame Moreau, vient d'accorder sa tutelle temporaire à Monsieur Henri Valmont, avec moi-même comme tuteur suppléant. Voici l'ordonnance. » Il leur tendit la copie du document que Maître Fournier lui avait laissé. « L'est ici. » 2 agents échangèrent un regard surpris avant d'examiner le papier. « C'est inhabituel, » commenta l'un d'eux. « Mais si le juge a statué, nous devrons en informer notre supérieur. »« Faites donc, » répondit poliment Mathieu, sachant parfaitement que cette supérieure était probablement Christine Dufour elle-même. « Bonne journée à vous. » Lorsqu'il referma la porte, il trouva Léonie debout derrière lui, un mélange de soulagement et d'incrédulité sur son visage. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-elle, comme si elle n'osait pas y croire. « C'est vraiment fini ?» confirma-t-il. « Et c'est un nouveau début pour toi, Léonie, un début où tu n'auras plus à survivre seule. » Pour la première fois depuis leur rencontre, la petite fille laissa tomber ses défenses. Elle s'avança et, avec une hésitation touchante, entoura la taille de Mathieu de ses bras minces. Ce geste si simple et pourtant si significatif venant d'une enfant qui avait appris à ne compter que sur elle-même, émut profondément l'homme. « Merci, » murmura-t-elle contre son ventre, « pour avoir tenu ta promesse. » Mathieu s'agenouilla pour la serrer proprement dans ses bras, réalisant soudain à quel point cette petite fille avait déjà transformé sa vie. « Et je tiendrai toutes les autres aussi, Léonie. Tu peux compter sur moi. » À l'hôpital, Henri Valmont regardait par la fenêtre de sa chambre, observant la ville qui s'étendait devant lui avec des yeux nouveaux. Pour la première fois depuis des années, il sentait quelque chose s'éveiller en lui, quelque chose qu'il avait cru définitivement éteint dans sa course effrénée vers le succès et la richesse. Une étincelle d'humanité, ravivée par une petite fille qui avait tout perdu mais qui avait conservé l'essentiel, la capacité de voir au-delà des apparences et d'agir avec compassion. Son téléphone vibra, un message de Maître Fournier l'informant que la tutelle temporaire avait été accordée. Un sourire inhabituel éclaira son visage fatigué. Il avait toujours excellé dans le monde des affaires, relevant tous les défis avec une détermination implacable. Mais celui qui l'attendait maintenant était d'un tout autre ordre. Apprendre à être, sinon un père, du moins un guide pour une enfant exceptionnelle qui lui avait offert une seconde chance. Et pour la première fois depuis longtemps, Henri Valmont se sentait prêt à échouer, à apprendre, à être vulnérable, parce que certaines choses valaient la peine qu'on risque plus que de l'argent ou du prestige pour elles. Chapitre 6. Confrontation et vérité. 1 semaine. S'était écoulé depuis l'obtention de la tutelle temporaire. Henri Valmont avait quitté l'hôpital contre l'avis de ses médecins, déterminé à reprendre le contrôle de son entreprise et de sa nouvelle vie. Sa convalescence se poursuivait dans sa villa de Saint-Cyr au Mont-d'Or,
sous la surveillance attentive d'une équipe médicale privée. Léonie, quant à elle, s'était installée dans une routine confortable chez Mathieu. À la grande surprise de ce dernier, elle s'était adaptée avec une facilité remarquable à cette nouvelle situation. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait son petit déjeuner et celui de Mathieu, puis passait des heures à lire les livres qu'il lui avait achetés, principalement des ouvrages scientifiques et médicaux, bien au-dessus du niveau normal pour son âge, mais qu'elle dévorait avec un appétit insatiable. Mathieu avait entamé les démarches pour l'inscrire à l'école, comme l'avait exigé la juge. Après une évaluation, les enseignants avaient été stupéfaits par ses connaissances et ses capacités intellectuelles. Malgré ses années passées loin du système scolaire, Léonie possédait un niveau académique largement supérieur à celui des enfants de son âge, particulièrement en sciences et en mathématiques. On lui proposait désormais un programme personnalisé qui lui permettrait de suivre certains cours avec des élèves plus âgés, tout en restant avec des enfants de son âge pour les activités sociales. Ce matin-là, Mathieu et Léonie se préparaient à rendre visite à Valmont pour la première fois depuis sa sortie de l'hôpital. La petite fille, habituellement si calme, montrait des signes d'anxiété, changeant de tenue plusieurs fois et posant des questions inhabituelles sur le comportement à adopter. Est-ce que je dois l'appeler Monsieur Valmont ou Henri, puisqu'il est mon tuteur maintenant? Je pense que Monsieur Valmont conviendra pour commencer, répondit doucement Mathieu. Vous apprendrez à vous connaître petit à petit. Et s'il ne m'aime pas, s'il regrette d'avoir demandé ma tutelle? Mathieu s'accroupit pour se mettre au niveau de l'enfant, touché par cette rare manifestation d'insécurité chez elle. Léonie, il t'a choisi. Il a remué ciel et terre pour obtenir ta tutelle. Je ne l'ai jamais vu aussi déterminé pour quelque chose qui ne concerne pas directement ses affaires. Elle hocha la tête, pas entièrement convaincue, mais prête à faire confiance au jugement de Mathieu. Pour l'occasion, elle portait une simple robe bleue, la première tenue neuve qu'elle possédait depuis la disparition de sa grand-mère. Ses cheveux, autrefois emmêlés et ternes, avaient retrouvé leur brillance naturelle et étaient maintenant soigneusement coiffés en une tresse française que Mathieu avait appris à réaliser en suivant un tutoriel en ligne. « Tu es très jolie », lui assura-t-il. « Et plus important encore, tu es toi-même. C'est ce qui compte vraiment. » Le trajet jusqu'à la villa de Valmont fut silencieux, Léonie observant le paysage qui défilait avec une intensité qui trahissait sa nervosité. À mesure qu'il s'éloignait du centre de Lyon pour grimper vers les collines verdoyantes de Saint-Cyr au Mont-d'Or, les maisons devenaient plus grandes, plus espacées, protégées par des murs et des systèmes de sécurité sophistiqués. La tête demeure de Valmont, perchée sur les hauteurs avec une vue imprenable sur la ville et les deux fleuves qui la traversaient, était impressionnante sans être ostentatoire. Une vaste construction contemporaine tout en verre et en pierre claire, parfaitement intégrée dans son environnement naturel. À leur arrivée, ils furent accueillis non pas par un majordome ou une gouvernante, comme Mathieu s'y attendait, mais par Valmont lui-même. L'homme semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de quelques semaines. Son visage était plus creusé, ses cheveux semblaient avoir blanchi par endroits et il s'appuyait légèrement sur une canne. Pourtant, il se tenait droit, avec cette dignité innée qui avait toujours imposé le respect. « Mathieu, Léonie, bienvenue », dit-il simplement en s'écartant pour les laisser entrer. Le contraste entre l'extérieur spectaculaire et l'intérieur de la maison frappa immédiatement Mathieu. Contrairement au bureau de Valmont, qui reflétait son goût pour le luxe ostentatoire, sa résidence privée était étonnamment sobre et chaleureuse. Des tons de bois clairs, de blanc et de beige dominaient, avec quelques touches de couleur, apportées par des œuvres d'art contemporains et des plantes vertes luxuriantes. C'était l'espace d'un homme qui appréciait l'élégance discrète, plutôt que l'étalage de richesse, une facette de Valmont que Mathieu n'avait jamais soupçonnée. « J'ai pensé que nous pourrions prendre le thé sur la terrasse », proposa Valmont, guidant ses invités à travers un salon spacieux jusqu'à une vaste terrasse ombragée qui offrait une vue spectaculaire sur la vallée. Une table avait été dressée avec un service à thé en porcelaine fine et un assortiment de pâtisseries qui firent briller les yeux de Léonie. « J'ai demandé à mon chef de préparer des madeleines et des financiers », expliqua Valmont en remarquant le regard de l'enfant. « Mathieu m'a dit que tu avais un faible pour les gâteaux. »
Cette attention inattendue sembla surprendre Léonie qui jeta un coup d'œil interrogateur à Mathieu. Ce dernier lui sourit, l'encourageant silencieusement à accepter cette gentillesse. « Merci. Monsieur Valmont, » dit-elle poliment en s'asseyant sur la chaise qu'il lui désignait. Un silence légèrement inconfortable s'installa, tandis que Valmont servait le thé, un geste qu'il accomplissait lui-même, sans aide, ce qui étonna à nouveau Mathieu. Pour un homme habitué à déléguer les tâches les plus simples, cette démonstration d'humilité représentait un changement profond. « Alors, Léonie, » commença finalement Valmont, « Mathieu m'a dit que tu allais bientôt commencer l'école. Comment te sens-tu à ce sujet ?»« Bien, monsieur, » répondit-elle prudemment. « Les professeurs ont dit que je pourrais suivre des cours avancés en sciences. »« J'ai vu les résultats de ton évaluation, » acquiesça Valmont. « Ils sont remarquables. Tu as un don naturel pour l'apprentissage. » Ma grand-mère disait que la connaissance est la seule chose que personne ne peut jamais nous prendre, dit doucement Léonie. Alors j'essaie d'apprendre autant que possible. Cette réflexion parut toucher Valmont, qui hocha la tête avec une expression pensive. Ta grand-mère était une femme sage. J'aurais aimé la connaître. Elle vous aurait trouvé trop arrogant, répondit Léonie avec une franchise désarmante qui fit s'étouffer Mathieu avec son thé. Mais elle aurait dit que vous pouviez changer. Elle croyait que tout le monde peut s'améliorer. Au lieu de s'offusquer de cette observation brutalement honnête, Valmont éclata d'un rire sincère, un son que Mathieu n'avait pratiquement jamais entendu en 10 ans de service. « Elle aurait eu parfaitement raison, » admit-il. « Je suis encore arrogant, mais comme tu l'as dit, je travaille à m'améliorer. » Cette réponse sembla satisfaire Léonie, qui se détendit visiblement et mordit dans un financier avec appétit. Le reste de la conversation s'écoula, plus naturellement, Valmont questionnant l'enfant sur ses intérêts, ses lectures, ses impressions sur sa nouvelle vie chez Mathieu. À la surprise de ce dernier, son patron écoutait attentivement chaque réponse, posant des questions de suivi qui démontraient un intérêt authentique. Après le thé, Valmont proposa à Léonie de lui montrer la bibliothèque, une pièce, magnifique à 2 niveaux, aux murs entièrement couverts d'étagères remplies de livres précieux. « Tu peux emprunter ce que tu veux, » lui dit-il, tandis qu'elle parcourait les rayonnages avec émerveillement. « Cette maison sera bientôt aussi la tienne, après tout. » Cette dernière phrase figea Léonie dans son exploration. Elle se tourna vers Valmont, soudain sur ses gardes. « Que voulez-vous dire ?» Valmont échangea un regard avec Mathieu, réalisant qu'il n'avait pas encore abordé ce sujet avec elle. « Eh bien, » commença-t-il prudemment, « en tant que ton tuteur légal, il serait logique que tu viennes habiter ici. La maison est grande, tu aurais ta propre chambre, avec une salle de bain, privée et même un petit salon d'études, si tu le souhaites. » Le visage de Léonie se ferma instantanément. « Je ne veux pas quitter Mathieu. » Sa voix était calme mais catégorique, et son regard passait de l'un à l'autre des 2 hommes avec une intensité qui rappelait à Mathieu leur première rencontre. « Je comprends ton attachement, » dit doucement Valmont, « mais réfléchis aux possibilités que cette maison pourrait t'offrir. Un jardin, une piscine, tous les livres que tu pourrais désirer. »« Je préfère rester avec Mathieu, » répéta-t-elle, son ton devenant plus ferme. « Il est gentil, il. Ne me traite pas comme une chose à placer quelque part. » Cette dernière phrase frappa Valmont comme une gifle, lui faisant réaliser la maladresse de son approche. Il s'était comporté exactement comme ces travailleurs sociaux que Léonie redoutait tant, décidant de son avenir sans considérer ses sentiments. « Tu as raison, » concéda-t-il après un moment de réflexion. « J'ai été présomptueux. Ce n'est pas à moi de décider où tu dois vivre. C'est à toi de choisir où tu te sens le plus en sécurité. » Léonie le dévisagea longuement, comme pour évaluer sa sincérité. « Vraiment, vraiment, » confirma Valmont. « Ma responsabilité en tant que tuteur est de m'assurer que tu es heureuse et en sécurité, pas de t'imposer mes préférences. » 7. Concession parut apaiser l'enfant, qui hocha la tête avec satisfaction avant de reprendre son exploration des étagères. Mathieu, témoin silencieux de cet échange, fut impressionné par la capacité d'adaptation de son patron. Le Valmont d'avant la crise cardiaque aurait imposé sa volonté sans discussion, considérant l'opposition comme une forme d'insubordination. Ce nouveau Valmont, capable d'admettre ses erreurs et de respecter les sentiments d'une enfant, était une révélation. Tandis que Léonie s'absorbait dans l'examen d'un livre d'anatomie richement illustré,
Valmont fit signe à Mathieu de le suivre à l'écart. « Comment va-t-elle vraiment » demanda-t-il à voix basse. « Elle semble s'être bien adaptée, mais... » « Elle fait des cauchemars, » admit Mathieu. « Presque toutes les nuits. Elle ne veut pas en parler, mais je l'entends parfois appeler sa grand-mère dans son sommeil. » Valmont hocha la tête, l'air préoccupé. « C'est compréhensible, après tout ce qu'elle a traversé. La psychologue que j'ai contactée pourrait l'aider avec ça. Elle est spécialisée dans les traumatismes infantiles. Je pense que ce serait bien, mais il faudra y aller doucement. » Léonie se méfie instinctivement des adultes qui veulent l'aider pour son bien. « Ah, je comprends. Nous suivrons son rythme. » Valmont hésita, puis ajouta « Tu t'es beaucoup attaché à elle. » Ce n'était pas une question, mais une constatation qui fit légèrement rougir Mathieu. « Elle est extraordinaire. Je n'avais jamais envisagé d'avoir des enfants, mais Léonie, elle change ma perspective sur beaucoup de choses. Et la mienne aussi, » murmura Valmont, son regard se posant sur la petite silhouette absorbée par sa lecture. « Elle nous a tous les deux sauvés, d'une certaine façon. » Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Valmont. En consultant l'écran, son visage s'assombrit. « Christine, dit-il brièvement, elle insiste pour me voir aujourd'hui. Elle n'a pas accepté sa mise à l'écart temporaire avec beaucoup de grâce. »« Que comptez-vous faire à son sujet » demanda prudemment Mathieu. Valmont soupira. « Je ne sais pas encore. Elle a été un atout précieux pour l'entreprise pendant des années. Mais son comportement récent, sa vendetta personnelle contre Léonie, c'est inexcusable. Elle est dangereuse, » intervint soudain la voix de Léonie. Les deux hommes se tournèrent, surpris de la voir si près d'eux, le livre d'anatomie toujours ouvert dans ses mains. Ils n'avaient pas remarqué qu'elle s'était approchée, silencieuse, comme une ombre. « Pourquoi dis-tu cela » demanda Valmont, intrigué par cette affirmation catégorique. « Son regard, » répondit simplement Léonie. « Il est comme celui des grands chats au zoo. Il vous observe en calculant comment vous attraper. » Cette comparaison, si enfantine et pourtant si pertinente, fit frissonner Mathieu. Christine avait effectivement ce regard de prédateur patient, attendant le moment propice pour frapper. « Tu es très observatrice, » nota Valmont. « Mais ne t'inquiète pas pour Christine, je m'en occuperai. » Le téléphone sonna à nouveau, plus insistant cette fois. Valmont s'excusa et sortit prendre l'appel, laissant Mathieu et Léonie seuls dans la bibliothèque. « Tu aimes cet endroit » demanda Mathieu, curieux de connaître les impressions de l'enfant. Léonie fit un geste englobant les étagères chargées de livres. « C'est comme une caverne au trésor, mais... » « Mais » ? « C'est trop grand, trop vide. On dirait que personne n'y vit vraiment. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Chez toi, c'est petit, mais c'est vivant. Il y a ton odeur, tes affaires, les traces de ton passage. Ici, tout est trop parfait, comme un musée. » Cette observation perspicace concordait avec l'impression de Mathieu. La villa de Valmont, malgré sa beauté architecturale et son confort évident, manquait de cette chaleur que seule l'habitation confère naturellement à un lieu. C'était l'espace d'un homme qui passait plus de temps à travailler qu'à vivre. Valmont revint, l'air contrarié. « Je suis désolé, mais je vais devoir écourter notre visite. Christine insiste pour me voir immédiatement concernant une situation urgente au bureau. »« Nous comprenons, » assura Mathieu. « Nous reviendrons un autre jour. »« Avant que vous ne partiez, » dit Valmont en se tournant vers Léonie, « j'aimerais te montrer quelque chose. » Il les guida à travers la maison jusqu'à une halle que Mathieu n'avait jamais vue auparavant. Au bout d'un couloir lumineux, il ouvrit une porte donnant sur une pièce spacieuse aux murs peints d'un vert tendre apaisant. « J'ai pensé que si un jour tu décidais de passer du temps ici, tu pourrais apprécier d'avoir ton propre espace, » expliqua-t-il à Léonie. « La décoration n'est pas terminée. Je voulais que tu puisses choisir toi-même ce qui te plairait, mais j'ai déjà installé quelques éléments qui, je l'espère, te conviendront. » La pièce comportait un lit confortable, une bibliothèque déjà garnie de livres visiblement choisis pour correspondre aux intérêts de Léonie, un bureau avec du matériel de dessin et, plus surprenant, un coin aménagé avec du matériel médical pédagogique, un mannequin de réanimation à taille d'enfant, des instruments de base et des posters anatomiques similaires à ceux qu'on trouvait dans les cabinets médicaux. « J'ai pensé que tu pourrais vouloir continuer à développer tes connaissances médicales, » expliqua Valmont presque timidement. « Ta grand-mère t'a transmis un don précieux. Il serait dommage de ne pas le cultiver. »
Léonie s'avança lentement dans la pièce, touchant avec précaution chaque objet, s'attardant particulièrement sur le mannequin de réanimation. « C'est comme celui que ma grand-mère utilisait pour m'apprendre, » murmura-t-elle. « Comment avez-vous su ?»« J'ai fait des recherches, » admit Valmont. « Sur ta grand-mère, Jeanne Duval. Elle était très respectée à l'hôpital Édouard Herriot. Ses collègues m'ont parlé de sa passion pour l'enseignement, de comment elle t'emmenait parfois avec elle et te montrait les gestes de base. Une émotion complexe traversa le visage de Léonie. Gratitude, nostalgie et une sorte de reconnaissance silencieuse pour cet effort de compréhension de la part de Valmont. « Merci, » dit-elle simplement. « C'est gentil. » Ce mot si banal dans d'autres circonstances semblait avoir une signification particulière entre eux, un rappel de leur première rencontre, lorsque Valmont avait été tout sauf gentil envers la petite fille qui avait récupéré sa mallette. « Tu peux venir ici quand tu veux, » lui assura-t-il. « Que ce soit pour quelques heures, une journée ou plus. Cette chambre sera toujours la tienne. » L'offre formulée sans pression ni attente sembla toucher Léonie plus profondément que toutes les démonstrations de richesse ou de privilège. Elle hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Je viendrai, peut-être le week-end prochain. »« Ce serait parfait, » approuva Valmont, visiblement satisfait de cette avancée modeste mais significative. Alors qu'il se préparait à partir, le téléphone de Valmont sonna à nouveau. Cette fois, son expression passa de l'agacement à l'inquiétude en lisant le message. « Un problème ?» s'enquit Mathieu. « Christine est déjà ici, » répondit Valmont, tendu. « Elle m'attend dans mon bureau. »« Nous pouvons partir par l'arrière, » suggéra Mathieu, soucieux d'éviter une confrontation qui pourrait perturber Léonie. « Non, » décida Valmont. « Il est temps d'affronter cette situation directement. Si Christine veut me parler, elle devra accepter la présence de Léonie dans ma vie. Venez, nous allons la recevoir ensemble. » Cette décision surprit Mathieu, qui jeta un regard inquiet à Léonie. L'enfant cependant se tenait droite, son expression déterminée rappelant étrangement celle de Valmont lui-même, ce même mélange de résolution et de dignité face à l'adversité. « D'accord, » dit-elle simplement, prenant instinctivement la main de Mathieu. Ensemble, ils suivirent Valmont jusqu'à son bureau privé où Christine Dufour les attendait, son habituel tailleur impeccable, contrastant avec l'agitation évidente qui émanait d'elle. « Henri, enfin, je dois absolument te parler de... » Elle s'interrompit brusquement en apercevant Mathieu et Léonie. Son visage se durcit, ses yeux se rétrécissant comme ceux d'un félin contrarié. « Je vois que tu as de la compagnie. Nous devrions peut-être parler en privé. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit calmement Valmont en s'installant derrière son bureau. « Mathieu et Léonie font désormais partie de ma vie privée. Et ce que tu as à me dire peut certainement être entendu en leur présence. » Christine serra les dents, visiblement contrariée par cette situation imprévue. « Très bien, comme tu voudras. » Elle jeta un regard glacial à Léonie avant de poursuivre. « Je viens t'informer que le conseil d'administration s'inquiète de tes décisions récentes. Ta demande de tutelle pour cet enfant en particulier a soulevé des questions sur ton jugement. »« Mon jugement » répéta Valmont avec une froideur calculée. « Est-ce si difficile à comprendre que je veuille protéger l'enfant qui m'a sauvé la vie 2 fois ?»« C'est précisément là que réside le problème, Henri, » insista Christine. « Ces sauvetages sont trop parfaits, trop opportuns. As-tu envisagé que tout ceci puisse être une manipulation élaborée ?»« Une manipulation ?» Valmont laissa échapper un rire incrédule. « Par une enfant de 6 ans ? Ou suggères-tu qu'elle est le pion de quelqu'un d'autre ? Je ne suggère rien, j'expose des faits troublants. Cet enfant apparaît miraculeusement au moment exact où ta mallette tombe dans le Rhône. Puis elle se trouve, comme par hasard, à ta réception privée juste à temps pour te sauver d'une crise cardiaque. Et maintenant, elle devient ta pupille, avec accès à ta maison, ton influence, potentiellement ta fortune. Assez. » La voix de Valmont claqua comme un fouet. « Tes insinuations ne sont pas seulement absurdes, elles sont offensantes. Pour moi, pour Mathieu, et surtout pour Léonie. » Christine ne se laissa pas démonter. « J'ai fait des recherches approfondies, Henri. Cet enfant n'est pas ce qu'elle paraît être. »« Que veux-tu dire ?» demanda Valmont, une pointe d'inquiétude, perçant à travers sa colère. Christine sortit un dossier de sa sacoche et le posa sur le bureau. « Jeanne Duval, la prétendue.
Grand-mère de Léonie était effectivement infirmière à Édouard Herriot, mais leur relation n'est pas celle que tu crois. Explique-toi, exigea Valmont de plus en plus tendu. Jeanne Duval n'avait pas d'enfants, pas de petits-enfants, déclara Christine avec une satisfaction malveillante. Elle a recueilli Léonie après que celle-ci ait été abandonnée à la naissance à l'hôpital, un arrangement informel, jamais officialisé. Techniquement, cet enfant n'a jamais existé. Légalement, jusqu'à ce que les services sociaux la prennent en charge après la mort de Jeanne. Mathieu sentit la main de Léonie se crisper dans la sienne. Il s'accroupit immédiatement à ses côtés, cherchant son regard. « Est-ce que ça va ?» La petite fille tremblait légèrement, mais son visage restait stoïque. « Elle n'a pas le droit de parler de ma grand-mère, » murmura-t-elle. Elle ne la connaissait pas. Valmont avait entendu cet échange. Il se leva, contournant son bureau pour se placer entre Christine et Léonie comme un bouclier humain. « Quel est ton objectif, Christine ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. « Blesser une enfant déjà traumatisée, détruire le peu de stabilité qu'elle a enfin trouvé. »« Mon objectif est de te protéger, Henri, » répondit-elle avec une sincérité apparente, « de te faire ouvrir les yeux sur une situation potentiellement dangereuse. Cet enfant n'est pas ce qu'elle prétend être, et je crains que tu ne te laisses manipuler par des sentiments mal placés de gratitude ou de culpabilité. »« Tu te trompes, Christine, » dit Valmont, son ton devenant plus doux. « Ce n'est pas la gratitude ou la culpabilité qui me guide, mais quelque chose que j'avais perdu de vue depuis trop longtemps. L'humanité. Léonie me l'a rappelé de la façon la plus directe possible. » Il se tourna vers l'enfant, s'agenouillant pour être à sa hauteur, un geste que personne ne l'avait jamais vu faire auparavant. « Peu importe qui était biologiquement ta grand-mère, Léonie. Ce qui compte, c'est qu'elle t'a aimé et élevé comme sa propre petite fille. Ces liens-là sont plus forts que le sang. » Léonie le regarda longuement, ses yeux verts cherchant la vérité dans les siens. Puis, avec une maturité qui continuait de surprendre tous ceux qui la rencontraient, elle hocha la tête. « Ma grand-mère disait que la famille, ce sont les personnes qui nous aiment, même quand c'est difficile. »« Ta grand-mère avait raison, » confirma Valmont. « Et elle serait très fière de toi aujourd'hui. » Il se releva, faisant de nouveau face à Christine, dont le visage trahissait un mélange de frustration et d'incrédulité devant cette scène inattendue. « Christine, je te suis reconnaissant pour ton dévouement à l'entreprise toutes ces années, mais ta conduite récente est inacceptable. Je te demande donc de prendre un congé payé, le temps que nous reconsidérions notre collaboration future. »« Tu me mets à l'écart, » s'indigna-t-elle. « Pour elle ?»« Pour nous tous, » corrigea fermement Valmont. « Ce qui s'est passé ces dernières semaines m'a forcé à réévaluer beaucoup de choses, mes priorités, mes valeurs, et aussi les personnes que je souhaite avoir à mes côtés dans cette nouvelle phase de ma vie. » Christine resta un moment silencieuse, ses yeux passant de Valmont à Léonie puis à Mathieu. Puis une lueur calculatrice traversa son regard, remplaçant progressivement la colère initiale. « Très bien, Henri, » dit-elle finalement avec un calme forcé. « Je respecte ta décision, même si je la trouve profondément regrettable. Je prendrai ce congé comme tu le suggères. » Son ton trop conciliant mit Mathieu mal à l'aise. Cette capitulation soudaine ne ressemblait pas à la Christine qu'il connaissait. Une femme tenace qui n'abandonnait jamais un combat sans avoir épuisé toutes ses options. « Je te souhaite un prompt rétablissement, » ajouta-t-elle en ramassant son dossier. « Et j'espère sincèrement que tu réaliseras bientôt que mes inquiétudes étaient fondées. » Sur ces paroles lourdes de sous-entendu, elle quitta le bureau, laissant derrière elle une atmosphère tendue. « Elle va chercher à se venger, » murmura Léonie dès que la porte se fut refermée. « Probablement, » admit Valmont. « Mais nous serons prêts à l'affronter, ensemble. » Ce simple mot « ensemble » résonnait comme une promesse, non pas celle d'un homme d'affaires influent à ses subordonnés, mais celle d'un adulte responsable envers une enfant qui avait besoin de protection. Et peut-être aussi, réalisa Mathieu, celle d'un homme solitaire qui découvrait tardivement la valeur des liens humains authentiques. Tandis qu'il quittait la villa de Valmont, Léonie resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Ce n'est qu'une fois dans la voiture qu'elle parla enfin. « Est-ce que ça change quelque chose ?» demanda-t-elle soudain. « Que Mamie Jeanne ne soit pas vraiment ma grand-mère par le sang ?» Mathieu réfléchit soigneusement à sa réponse, conscient de l'importance de ce moment. « Non, Léonie, ça ne change absolument rien.
Ta grand-mère t'a choisi, t'a aimé, t'a élevé. C'est bien plus important que n'importe quel lien biologique. » La petite fille médita cette réponse pendant quelques instants. « Comme toi et Monsieur Valmont maintenant. Vous m'avez choisi aussi. » « Exactement, » confirma Mathieu, ému par cette comparaison. « Et c'est un choix que nous ne regretterons jamais. » Léonie hocha la tête, satisfaite. Puis, avec cette capacité étonnante qu'ont les enfants à passer d'un sujet profond à quelque chose de plus léger, elle demanda « On peut s'arrêter à la librairie sur le chemin du retour? J'aimerais acheter un nouveau livre sur les plantes et médicinales. Ma grand-mère, Mamie Jeanne, adorait me montrer comment elle pouvait guérir. Bien sûr, » sourit Mathieu, heureux de voir que malgré les révélations troublantes de Christine, Léonie conservait cette curiosité intellectuelle et cet attachement aux enseignements de sa grand-mère. « Nous avons tout le temps du monde. » Et c'était vrai, réalisa-t-il. Pour la première fois depuis longtemps, Mathieu Leroy n'était plus simplement l'assistant efficace, mais interchangeable d'un homme puissant. Il était devenu quelqu'un d'essentiel dans la vie d'une enfant extraordinaire, et par extension, dans celle de Henri Valmont lui-même. Quant à Christine Dufour, qui s'éloignait maintenant de la villa au volant de sa voiture de luxe, son visage s'était durci en un masque de détermination froide. Sa confrontation avec Valmont n'avait pas produit le résultat escompté, mais elle était loin d'avoir épuisé toutes ses ressources. Sa carrière, son influence, sa position soigneusement construite au sein de l'entreprise, tout cela était menacé par l'arrivée impromptue de cette enfant trop intelligente, trop observatrice. Elle n'avait pas dit toute la vérité sur ses découvertes concernant Léonie. Certaines informations, plus troublantes encore, avaient été gardées en réserve pour le moment opportun. Le jeu n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Et Christine Dufour n'avait jamais été du genre à accepter la défaite, surtout lorsqu'elle sentait que sa proie était à portée de main. Chapitre 7. Renaissance. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation avec Christine. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et Lyon s'était paré de ses lumières de fête, transformant la ville en un écrin scintillant qui se reflétait dans les eaux du Rhône et de la Saône. Léonie s'était parfaitement adaptée à sa nouvelle vie. Elle partageait son temps entre l'appartement de Mathieu, où elle avait établi sa résidence principale, et la villa de Valmont, qu'elle visitait chaque week-end. À l'école, ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges sur ses capacités exceptionnelles et sa soif d'apprendre. Elle avait même commencé à se faire quelques amis, des enfants qui, comme elle, se sentaient différents de la masse et trouvaient en elle une écoute attentive et une sagesse rare. Ce samedi matin-là, Léonie préparait soigneusement son sac pour son week-end chez Valmont. Outre ses vêtements et ses livres habituels, elle avait ajouté un paquet soigneusement emballé, un cadeau pour l'homme qui était devenu, contre toute attente, une figure paternelle dans sa vie. « Tu es prête ?» demanda Mathieu en passant, la tête par la porte de sa chambre. « Presque, » répondit-elle en glissant un dernier livre dans son sac. « Tu crois qu'il va aimer mon cadeau ?»« J'en suis certain, » la rassura Mathieu. « Tu l'as choisi avec beaucoup de réflexion. » Le cadeau en question était un stéthoscope vintage des années 1950, similaire à celui que sa grand-mère Jeanne utilisait. Léonie l'avait découvert dans une brocante et avait économisé pendant des semaines pour pouvoir l'acheter. Pour elle, cet objet symbolisait parfaitement le lien qui s'était créé entre elle et Valmont, un lien forgé par le sauvetage médical qui avait changé leur vie à tous. Sur le trajet vers Saint-Cyr au Mont-d'Or, Mathieu remarqua que Léonie semblait préoccupée, son regard perdu dans le paysage hivernal. « Quelque chose te tracasse ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita un instant avant de répondre. « Je pensais à Madame Dufour. On n'a plus entendu parler d'elle depuis longtemps. » « C'est vrai, » admit Mathieu. « Elle a quitté l'entreprise définitivement le mois dernier. Apparemment, elle a accepté un poste dans une société concurrente à Paris. Je ne crois pas qu'elle ait vraiment abandonné, » murmura Léonie. « Elle attend juste le bon moment. » Cette intuition, exprimée avec la conviction tranquille qui caractérisait la petite fille, fit frissonner Mathieu. Au cours des derniers mois, il avait presque oublié les menaces voilées de Christine, trop absorbé par la joie que Léonie apportait dans sa vie quotidienne et par les changements positifs qu'il observait chez Valmont. « Si elle tente quoi que ce soit, nous serons prêts, » affirma-t-il autant pour rassurer Léonie que lui-même. « Monsieur Valmont a pris toutes les précautions légales nécessaires pour protéger ta situation. » C'était vrai.
Avec l'aide de Maître Fournier, Valmont avait consolidé la tutelle de Léonie, constituant un dossier juridique solide qui rendait pratiquement impossible toute contestation. La juge Moreau, impressionnée par l'adaptation remarquable de l'enfant et par l'engagement sincère de ses tuteurs, avait récemment transformé la tutelle temporaire en un arrangement permanent, avec Valmont comme tuteur principal et Mathieu comme co-tuteur. À leur arrivée à la villa, ils furent accueillis non pas par Valmont lui-même comme à l'accoutumée, mais par son nouveau majordome, Antoine, un homme discret d'une cinquantaine d'années qui s'était rapidement attaché à Léonie. « Monsieur Valmont vous attend dans la bibliothèque », annonça-t-il avec un sourire chaleureux pour la petite fille. Il a mentionné une surprise. Les yeux de Léonie s'illuminèrent à cette mention. Elle adorait les surprises de Valmont, qui témoignaient toujours d'une attention particulière à ses intérêts et à ses passions. La dernière en date avait été une visite privée des laboratoires de recherche médicale de l'Université de Lyon, où elle avait pu observer des scientifiques à l'œuvre et poser des questions qui avaient impressionné même les chercheurs les plus chevronnés. Dans la bibliothèque, Valmont les attendait, debout près de la grande fenêtre qui offrait une vue panoramique sur Lyon. Ces 3 mois de convalescence l'avaient transformé physiquement. Il avait perdu du poids, mais semblait plus en forme, plus vivant. Ses cheveux, autrefois teints pour dissimuler les premiers signes de grisonnement, étaient maintenant naturellement poivre et sel, lui conférant une élégance distinguée qui s'accordait mieux avec la nouvelle sérénité qu'on lisait sur son visage. « Ah, vous voilà !» s'exclama-t-il en se tournant vers eux. « Pile à l'heure pour notre petite cérémonie. »« Quelle cérémonie ?» demanda Léonie, intriguée. Valmont sourit mystérieusement. « Suis-moi et tu verras. » Il les guida à travers la maison jusqu'à une partie du jardin qu'ils n'avaient jamais explorée auparavant. Là, protégé des vents d'hiver par une serre magnifique construite dans le style Art Nouveau, s'épanouissait un jardin de plantes médicinales soigneusement étiqueté et organisé par propriété thérapeutique. Léonie s'arrêta net, stupéfaite par ce spectacle inattendu. « C'est comme le jardin de ma grand-mère !» s'exclama-t-elle, reconnaissant immédiatement plusieurs des espèces que Jeanne lui avait enseignées à identifier et à utiliser. « J'ai fait des recherches », expliqua Valmont avec une certaine fierté. « J'ai retrouvé d'anciens collègues de ta grand-mère qui m'ont parlé de sa passion pour la phytothérapie. Apparemment, elle entretenait un petit jardin médicinal sur son balcon et apprenait à reconnaître chaque plante. »« Car oui, » murmura Léonie, émue aux larmes. Elle disait que la nature était la première pharmacie de l'humanité et qu'il fallait la respecter et la comprendre. « Une femme sage, » acquiesça Valmont. « Ce jardin est pour toi, Léonie, pour que tu puisses continuer à apprendre ce qu'elle a commencé à t'enseigner. » La petite fille parcourut lentement les allées de la serre, effleurant du bout des doigts les feuilles de mélisse, de thym, de sauge, reconnaissant chacune par son parfum autant que par son apparence. C'était comme si un morceau du monde qu'elle avait perdu avec sa grand-mère lui était soudain rendu, préservé et magnifié. « Il y a autre chose, » annonça Valmont, la conduisant vers un petit bâtiment adjacent à la serre. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un espace pour étudier et expérimenter. » Il ouvrit la porte, révélant une pièce lumineuse aménagée en laboratoire miniature, avec des microscopes, des balances de précision, des mortiers et des pilons, et tout l'équipement nécessaire pour préparer des remèdes à base de plantes. Selon les méthodes traditionnelles. « C'est parfait, » souffla Léonie, touchant avec révérence le microscope flambant neuf. « Merci, monsieur Valmont. » Puis, se souvenant de son propre cadeau, elle fouilla dans son sac et en sortit le paquet soigneusement emballé. « J'ai quelque chose pour vous aussi. » Valmont accepta le présent avec une expression de surprise émue. Il défit délicatement l'emballage, révélant le stéthoscope vintage. Ses doigts tracèrent le contour de l'instrument avec respect. « C'est comme celui que ma grand-mère utilisait, » expliqua Léonie. « Pour écouter les cœurs. Elle m'avait appris à reconnaître les différents sons, le rythme normal, les souffles, les irrégularités. Je pensais que, peut-être, vous pourriez vouloir apprendre aussi. » Cette offre si simple, et pourtant si profondément significative, toucha Valmont au plus profond de son être. Cet enfant lui proposait de partager non seulement un objet précieux, mais aussi un savoir, une connexion avec sa grand-mère disparue, et par extension, avec le moment où elle lui avait sauvé la vie. « J'en serais honoré, » dit-il, sa voix
légèrement rauque d'émotion. « Tu serais mon professeur. » Léonie sourit, heureuse de cette inversion des rôles traditionnels. « On pourrait commencer aujourd'hui. C'est assez facile, en fait. » Mathieu, témoin silencieux de cette scène, fut frappé par la transformation extraordinaire de Valmont. L'homme arrogant et distant qu'il avait servi pendant des années avait cédé la place à quelqu'un de plus humain, capable d'humilité et d'émerveillement face aux leçons d'une enfant. Leur moment de partage fut interrompu par l'arrivée d'Antoine, qui s'éclaircit discrètement la gorge. « Pardonnez-moi, monsieur, mais vous avez un appel urgent de maître Fournier. Il insiste. » « Pour vous parler immédiatement. » Valmont fronça les sourcils, inquiet. « Excusez-moi un instant, » dit-il avant de suivre le majordome vers la maison. Pendant son absence, Léonie continua d'explorer son nouveau domaine, expliquant à Mathieu les propriétés de chaque plante avec l'enthousiasme contagieux d'une passionnée, partageant son savoir. Valmont revint quelques minutes plus tard, son expression oscillant entre préoccupation et soulagement. « C'était maître Fournier, » annonça-t-il. « Il vient de recevoir des informations concernant Christine. »« Quel genre d'informations » demanda Mathieu, soudain alerte. Apparemment, elle a tenté de contacter plusieurs journalistes ces dernières semaines, cherchant à vendre une histoire. Sur ma relation inappropriée avec une enfant des rues. Heureusement, Fournier a des contacts dans la presse et a été averti avant que quoi que ce soit ne soit publié. Léonie, qui écoutait attentivement, ne sembla pas surprise. « Je savais qu'elle essayerait quelque chose comme ça. Le problème, poursuivit Valmont, c'est qu'elle a également tenté de rouvrir le dossier de ta tutelle, prétendant avoir de nouvelles informations sur ton passé qui remettraient en question ton placement chez nous. » Le visage de Léonie se ferma instantanément, cette expression de méfiance que Mathieu avait appris à reconnaître comme son mécanisme de défense face à une menace perçue. « Quelles informations ?» demanda-t-elle d'une voix étrangement adulte. Valmont hésita, visiblement mal à l'aise. « Elle prétend avoir découvert l'identité de ta mère biologique, une femme qui, selon elle, te rechercherait activement et aurait des droits légitimes sur toi. » Un silence pesant s'abattit sur la serre. Léonie resta parfaitement immobile, son visage ne trahissant aucune émotion, mais Mathieu pouvait sentir la tension qui irradiait d'elle. « C'est un mensonge, » dit-elle finalement. « Ma mère m'a abandonné à la naissance. Mamie Jeanne me l'a dit. Elle ne m'a jamais cherché. »« Nous le savons, » assura Valmont. Fournier a déjà commencé à vérifier les allégations de Christine. Selon les premiers éléments, cette mère serait en réalité une actrice engagée pour jouer un rôle. Christine a essayé de monter une manipulation grossière, mais elle a sous-estimé nos ressources et notre détermination à te protéger. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Mathieu. « Fournier va déposer une plainte pour tentative de fraude et d'intimidation, » expliqua Valmont. « Christine risque des poursuites sérieuses. Elle a franchi la ligne et cette fois, elle en subira les conséquences. » Léonie, qui était restée silencieuse, s'approcha soudain de Valmont et lui prit la main avec une assurance tranquille. « Ne vous inquiétez pas, elle ne peut pas nous séparer. » Cette simple affirmation, prononcée avec la conviction absolue d'une enfant qui avait traversé trop d'épreuves pour douter encore de sa force intérieure, toucha profondément les deux hommes. « Tu as raison, » confirma Valmont en serrant doucement sa petite main. « Rien ni personne ne pourra nous séparer désormais. Nous sommes une famille. » Ce mot, « famille », résonna dans la serre avec une résonance particulière. Il formait en effet une famille peu conventionnelle. Un homme d'affaires transformé par une expérience de mort imminente, un assistant devenu co-tuteur par la force des circonstances, et une petite fille extraordinaire qui avait su voir au-delà des apparences pour révéler le meilleur en chacun d'eux. « Et si nous célébrions cela ?» suggéra Mathieu. « Après tout, c'est presque Noël, et c'est notre premier ensemble. »« Excellente idée !» approuva Valmont. « J'ai justement demandé à Antoine de préparer un repas spécial ce soir. Mais avant, il sortit de sa poche une petite boîte qu'il tendit à Léonie. Un dernier cadeau pour marquer cette journée. La petite fille ouvrit délicatement l'écrin, révélant un délicat pendentif en argent. En y regardant de plus, près, elle découvrit qu'il s'agissait d'une réplique miniature d'une feuille de digital pourpre, une plante médicinale que sa grand-mère lui avait enseigné à respecter pour ses puissants effets sur le cœur. « Pour te rappeler que tu as sauvé mon cœur », expliqua simplement Valmont. « Pas seulement physiquement, mais aussi d'autres façons plus importantes encore. »
Léonie contempla le bijou, émue au-delà des mots. Puis, avec un geste spontané qui surprit Valmont lui-même, elle se jeta dans ses bras. Après un instant d'hésitation, l'homme referma maladroitement son étreinte autour de la petite silhouette, découvrant dans ce simple contact humain une